L'idée que notre monde ait déjà porté d'autres civilisations avant la nôtre n'est pas simplement une fantaisie née de l'imagination humaine. Elle repose sur une accumulation de traces, de détails troublants et de questions ouvertes que l'histoire officielle peine à intégrer dans son récit linéaire. Lorsque nous contemplons une pyramide surgissant du désert, un alignement de pierres perdues au milieu d'une lande ou une cité engloutie sous les flots, nous avons tendance à y voir la singularité d'un peuple isolé, l'expression d'une culture particulière ayant émergé au bon endroit et au bon moment. Mais si ces monuments étaient plutôt les vestiges d'une succession de civilisations disparues, chacune effacée par le temps ou par des cataclysmes, ne serions-nous pas contraints de reconsidérer toute notre conception du passé? La mémoire de l'humanité est fragile et ses traces matérielles plus encore. Ce que nous appelons l'Antiquité, par exemple, n'est qu'une fine pellicule dans l'immensité des temps géologiques. Entre les ruines les plus anciennes que nous connaissons et la naissance de la Terre s'étendent des millions d'années de silence. Dans ce vide, nous projetons l'idée que rien de comparable à nous n'existait, mais cette certitude repose davantage sur l'absence de preuves que sur la certitude absolue. La pierre, le métal, le bois, tout finit par se dissoudre ou par être englouti. Des civilisations entières pourraient avoir fleuri, prospéré, puis disparu sans laisser d'autres indices que quelques anomalies perdues dans la stratification des sols. Certains chercheurs parlent de l'hypothèse de la civilisation oubliée. Elle repose sur l'idée que notre planète, soumise à des cycles climatiques et à des catastrophes récurrentes, aurait pu voir émerger des sociétés sophistiquées bien avant Sumer ou l'Égypte. Des glaciations, des éruptions volcaniques massives ou encore des impacts de météorites auraient pu effacer jusqu'à la mémoire de leurs existences. Dans ce contexte, chaque découverte archéologique inhabituelle devient un fragment possible de ce passé invisible. Des outils datés de centaines de milliers d'années, des gravures qui semblent représenter des connaissances astronomiques précises, ou encore des ruines englouties que la science peine à replacer dans une chronologie cohérente, nourrissent cette idée qu'il a pu exister bien plus avant nous. Les mythes eux-mêmes viennent renforcer cette perception. De nombreuses cultures racontent l'histoire d'âges successifs de l'humanité. Chez les Grecs, l'âge d'or, l'âge d'argent, l'âge de bronze et l'âge de fer décrivent une succession de mondes humains, chacun plus imparfait que le précédent. Les traditions hindoues évoquent des cycles cosmiques où l'humanité apparaît et disparaît à travers des ères immenses, appelées yugas. Ces récits, loin d'être de simples métaphores, pourraient en refléter une mémoire ancestrale d'événements réels. Et si les légendes de déluge universelles, présentes aussi bien dans la Bible que dans les récits sumériens ou mayas, n'étaient pas que des paraboles morales, mais la rémanence d'une catastrophe planétaire ayant balayé une civilisation entière. Lorsque nous nous penchons sur les grandes constructions mégalithiques, les questions se multiplient. Comment des peuples supposément primitifs ont-ils pu déplacer et ériger des blocs de plusieurs dizaines de tonnes avec des moyens rudimentaires? Les explications techniques existent, mais elles laissent subsister un malaise. Les alignements de sites comme Stonehenge ou Karnak révèlent une précision astronomique qui dépasse souvent les besoins immédiats de sociétés agricoles. En Égypte, certains temples montrent des ajustements si parfaits qu'ils défient encore nos méthodes modernes. Ces vestiges pourraient-ils être les héritages d'un savoir transmis à travers les âges, provenant d'une humanité plus ancienne? Un autre terrain d'interrogation réside dans les cités englouties. Au large de l'Inde, dans le golfe de Cambé, des structures gigantesques gisent sous plusieurs dizaines de mètres d'eau. Leur datation suggère qu'elles auraient été construites il y a plus de 9000 ans, bien avant l'apparition supposée de sociétés complexes. De même, les ruines de Yonaguni, au Japon, présentent des formes géométriques qui semblent indiquer une intervention humaine, bien que le débat persiste pour savoir s'il s'agit d'un phénomène naturel ou d'une architecture façonnée. Ces sites sont un site sous-marin, difficile d'accès et encore peu exploré, pourraient contenir des fragments d'un passé radicalement différent de celui que nous enseignons. La science contemporaine s'appuie sur une méthodologie rigoureuse et c'est justement cette rigueur qui la pousse souvent à rejeter ces indices comme anomalies isolées ou comme erreurs d'interprétation. Mais la multiplication de ces incohérences finit par dessiner un tableau plus vaste. Ce n'est pas qu'une seule pièce qui ne s'ajuste pas au puzzle, mais une série entière. Certaines roches portent des marques semblant indiquer un façonnage humain alors qu'elles sont datées de millions d'années. Des sphères métalliques ont été trouvées dans des mines anciennes,
objets dont l'origine reste mystérieuse. Chaque découverte est marginalisée, mais toutes ensemble, elles esquissent une possibilité plus vertigineuse. Et si notre civilisation n'était qu'une réémergence parmi d'autres? Cette idée trouve un écho dans les rythmes géologiques de la Terre. Les extinctions de masse sont nombreuses, et chacune d'elles a effacé l'essentiel de la vie complexe qui existait alors. Si une civilisation avait prospéré avant nous, elle aurait pu être totalement anéantie par un cataclysme naturel. Les océans auraient englouti ces cités, les continents auraient changé de forme, et le temps aurait réduit ces monuments à de simples reliefs indistincts. L'échelle du temps joue contre nous. Quelques milliers d'années suffisent pour effacer une trace humaine, alors que notre planète compte ses âges en centaines de millions d'années. Dans cet intervalle, combien de mondes auraient pu naître et disparaître? La perspective est vertigineuse, mais elle n'est pas dénuée de logique. Si la vie sur Terre existe depuis plus de 3 milliards d'années, pourquoi l'intelligence n'aurait-elle émergé qu'une seule fois, et précisément à notre époque? L'évolution est un processus d'essais multiples, de bifurcation et d'expériences répétées. Rien n'exclut que des formes de conscience organisées aient pu se manifester bien avant nous, peut-être sous une apparence différente, peut-être avec des moyens technologiques qui ne ressemblent pas aux nôtres. Le silence des fossiles ne signifie pas nécessairement l'absence, mais peut-être seulement une disparition trop complète pour nous laisser des preuves tangibles. Lorsque nous contemplons cette hypothèse, nous devons aussi réfléchir à la fragilité de notre propre civilisation. En quelques siècles seulement, nous avons bâti des infrastructures colossales, mais si elles venaient à disparaître, que resterait-il dans 10 000 ans? Les gratte-ciels se désagrégeraient, les routes se dissoudraient, et seules quelques traces de plastique ou de radioactivité subsisteraient encore comme indice ténu de notre passage. Alors si une humanité ancienne avait existé il y a 100 000 ans, que pourrions-nous réellement en retrouver aujourd'hui? Peut-être rien de plus que ce que nous observons déjà, des anomalies, des symboles, des fragments sans contexte. Ainsi s'installe un doute subtil, persistant, que ni la science ni les mythes ne peuvent totalement effacer. L'idée d'une humanité unique, linéaire et ininterrompue rassure notre besoin de continuité, mais elle repose sur une base fragile. Le temps, immense et indifférent, pourrait bien avoir abrité d'autres civilisations, effacées avec la même facilité qu'une vague efface une écriture tracée sur le sable. Et si tel était le cas, alors ce que nous appelons progrès n'est peut-être que la réitération d'un cycle déjà joué auparavant, dont nous ne percevons que les échos ténus et les ombres effacées. Au cœur des musées et des sites d'excavation, certains objets échappent à la logique établie. Ils sont catalogués, parfois exposés, parfois relégués dans des réserves obscures, mais leur simple existence défie nos chronologies. Ces anomalies archéologiques, souvent qualifiées de out of place artifacts, intriguent parce qu'elles ne devraient pas être là où elles se trouvent. Elles appartiennent bien à des époques où, selon nos connaissances, l'humanité n'avait ni les moyens techniques ni la complexité culturelle nécessaire pour les produire. Et pourtant elles persistent, comme des éclats de mémoire surgissant à contretemps. Parmi ces énigmes, il y a des outils taillés dans des couches géologiques qui semblent dater de plusieurs centaines de milliers d'années. À chaque découverte de ce genre, la réponse immédiate consiste à invoquer un déplacement naturel, une intrusion de couches, un hasard géologique. Mais la répétition de ces occurrences tend tous ces circonstances troubles. Lorsque l'on retrouve une pointe de lance ou un fragment travaillé dans des sédiments qui précèdent l'apparition supposée d'Homo sapiens, on est confronté à deux options. Soit nos méthodes de datation se trompent, soit notre histoire est plus complexe que ce que nous croyons. Un exemple souvent cité est celui des fameuses sphères métalliques découvertes en Afrique du Sud dans des dépôts vieux de plusieurs milliards d'années. Leur symétrie presque parfaite, leur rainure régulière et leur composition inhabituelle alimentent un débat sans fin. Les géologues y voient des formations naturelles, tandis que d'autres chercheurs suggèrent qu'elles pourraient être le vestige d'un travail ancien, dont nous aurions perdu la mémoire. Si ce sont des produits de la nature, elles témoignent d'un ordre spontané fascinant. Si ce sont des artefacts, elles indiquent une présence consciente dans un passé si reculé qu'il dépasse tout ce que nous pouvons concevoir. Les civilisations que nous connaissons, de Sumer à l'Égypte, ont laissé des monuments imposants et des écrits détaillés. Pourtant, certaines structures, plus anciennes encore, posent des questions bien plus profondes. Le site de Göbekli Tepe, en Turquie, a bouleversé nos certitudes. Daté de plus de 11 000 ans,
Il précède l'invention de l'agriculture, et pourtant il révèle une architecture monumentale, ornée de sculptures raffinées. Comment une société de chasseurs-cueilleurs aurait-elle pu ériger un tel complexe, impliquant organisation, planification et savoir-faire technique? L'hypothèse la plus troublante est qu'il s'agit du dernier écho d'une tradition beaucoup plus ancienne, déjà présente avant que l'histoire officielle ne commence. D'autres indices proviennent de cartes anciennes, comme la célèbre carte de Piri Reis, dessinée au XVIe siècle. Elle représente des côtes de l'Antarctique censées être encore inconnues à l'époque et sans calotte glaciaire, ce qui renverrait à une époque où ce continent était libre de glace. Comment un amiral ottoman aurait-il pu posséder de telles informations? Les défenseurs de l'histoire conventionnelle parlent de coïncidence ou de copie d'anciennes cartes plus précises qu'on ne le croit. Mais certains y voient font la preuve que des savoirs géographiques ont été transmis à travers les âges, provenant peut-être de civilisations disparues dont nous n'avons plus aucune trace. Les traditions de nombreux peuples mentionnent des connaissances astronomiques avancées. Les Mayas calculaient avec une précision remarquable les cycles planétaires. Les Dogons en Afrique possédaient des sites antiques possédaient des récits concernant l'étoile Sirius et sa compagne invisible, bien avant que les astronomes modernes ne découvrent l'existence de Sirius B. Ces détails sont souvent expliqués par le hasard ou par des interprétations postérieures. Pourtant, l'idée qu'un savoir ancien ait pu circuler bien avant l'invention des télescopes demeure troublante. Ces anomalies accumulées dessinent la silhouette d'une mémoire collective qui semble plus vaste que ce que nos manuels rapportent. Dans certains cas, les anomalies se cachent dans la roche elle-même. On a découvert des empreintes semblant représenter des sandales humaines dans des couches vieilles de dizaines de millions d'années. Ces découvertes, contestées et souvent rejetées, alimentent l'imaginaire mais aussi la question de notre rapport à la preuve. Sommes-nous prêts à accepter des données qui bouleverseraient nos fondements, ou préférons-nous les écarter comme erreurs parce qu'elles dérangent? La science fonctionne par scepticisme, mais parfois ce scepticisme devient un filtre trop étroit pour accueillir l'inattendu. Les anomalies ne concernent pas seulement les objets, mais aussi les techniques. L'existence du mécanisme d'Anticythère en est un exemple frappant. Retrouvé dans une épave grecque vieille de plus de 2000 ans, il s'agit d'un dispositif mécanique d'une précision sidérante capable de calculer des positions astronomiques. Longtemps considéré comme unique, il a finalement été reconnu comme le vestige d'une technologie bien plus avancée que ce que l'on croyait possible pour l'époque. Si une telle invention a pu être oubliée, qu'est-ce qui nous assure que d'autres n'ont pas totalement disparu, issus d'époques encore plus lointaines? La question de la disparition des preuves est essentielle. Nos villes modernes, si elles étaient abandonnées, se désagrégeraient en quelques siècles. Après 10 000 ans, il ne subsisterait plus que des fragments dérisoires. Après 100 000 ans, la mémoire de notre civilisation pourrait être réduite à quelques anomalies géologiques incompréhensibles pour de futurs habitants. Si nous envisageons cette hypothèse pour notre propre avenir, pourquoi ne pas l'appliquer au passé? Les anomalies archéologiques que nous découvrons aujourd'hui pourraient être précisément ces reliques d'humanité effacées par le temps. Le regard que nous portons sur ces découvertes dépend en grande partie de notre désir de cohérence. Nous voulons une histoire claire, ordonnée, linéaire. Chaque anomalie nous oblige à accepter une part d'incertitude, une ouverture vers un passé que nous ne maîtrisons pas. Les scientifiques les plus prudents rappellent qu'un objet isolé ne fait pas preuve, que les erreurs de datation existent, que les illusions géologiques sont nombreuses. Mais la question reste entière. Que faire lorsque les anomalies se multiplient, lorsqu'elles proviennent de continents différents, d'époques distinctes, mais convergeant vers l'idée que l'histoire est plus profonde qu'on ne le croit? Ces objets et ces sites, ces gravures, qu'ils soient un fruit peu du hasard ou témoins d'un savoir ancien, exercent une fascination durable. Ils incarnent la possibilité d'une histoire cachée, d'un chapitre manquant dans le grand récit humain. Ils rappellent que notre quête de vérité se heurte toujours à un horizon d'inconnu. Et si ces anomalies n'étaient pas de simples erreurs, mais les balises éparses d'une mémoire perdue, alors il nous reste encore à apprendre que nous ne sommes peut-être pas les premiers, mais seulement ceux qui redécouvrent, par fragments, ce qui fut jadis. Partout sur la planète, les récits les plus anciens convergent vers une idée frappante. L'humanité ne serait pas née une seule fois, mais aurait traversé plusieurs âges, chaque époque se terminant par une catastrophe avant qu'une autre ne commence.
Ces mythes fondateurs, transmis par la parole, par les chants ou par les textes sacrés, fonctionnent comme une mémoire parallèle. Ils n'offrent pas des preuves archéologiques au sens strict, mais ils tissent un réseau de témoignages symboliques qui, pris ensemble, dessinent une image plus vaste. Plutôt que d'être de simples histoires morales ou poétiques, ils pourraient être la rémanence de souvenirs collectifs, imprimés dans les traditions des peuples bien après la disparition des civilisations qui les avaient vécues. Dans la Grèce antique, Hésiode évoquait déjà la succession des âges. L'âge d'or où les hommes vivaient en harmonie avec les dieux, l'âge d'argent marqué par le déclin, puis l'âge de bronze où la violence se déchaîna, et enfin l'âge de fer, celui dans lequel il situait sa propre époque, caractérisée par la corruption et la décadence. Derrière cette gradation, on peut lire une philosophie du temps, mais aussi l'écho d'un enchaînement de cycles humains, chacun se terminant par une destruction, comme si la Terre avait accueilli à plusieurs reprises des civilisations effacées avant de permettre à une autre de surgir. En Inde, les textes védiques décrivent les yugas, ces immenses aires cosmiques qui rythment la vie humaine. Le Satya Yuga, l'âge de vérité, est suivi de périodes de plus en plus sombres, jusqu'au Kali Yuga, notre époque actuelle marquée par l'oubli et la corruption. Ces cycles ne concernent pas seulement la morale, mais aussi la mémoire d'un recommencement permanent. Chaque yuga pourrait représenter la naissance, l'apogée et la chute d'une humanité distincte, réduite ensuite au silence par des cataclysmes ou par l'érosion du temps. Les récits du déluge universel sont parmi les plus frappants. Dans la Bible, Noé construit son arche pour survivre à la colère divine. Mais ce récit n'est pas unique. En Mésopotamie, l'épopée de Gilgamesh raconte l'histoire d'Utnapishtim, qui échappe à une inondation similaire. Chez les peuples précolombiens, chez les Celtes, chez les peuples du Pacifique, on retrouve la même idée. Une civilisation entière anéantie par les eaux, suivie d'une renaissance. La récurrence de ce motif dans des cultures séparées par des océans interroge. Est-ce la métaphore universelle d'un renouvellement nécessaire, ou la mémoire d'événements réels où la montée des eaux, causée par la fin d'une glaciation ou par un cataclysme, aurait effacé des mondes humains entiers? Chez les Mayas et les Aztèques, les codex décrivent la succession de plusieurs soleils, chacun représentant une humanité différente. Le premier monde aurait été détruit par les jaguars, le second par le vent, le troisième par le feu, et le quatrième par les eaux. Nous serions les héritiers du cinquième soleil, condamnés à disparaître à notre tour. Là encore, il ne s'agit pas simplement d'une imagination poétique, mais peut-être d'un effort pour conserver la mémoire de cycles précédents, chaque fois brisés par une catastrophe naturelle. Les mythes africains ne sont pas moins éloquents. Les traditions orales des Dogons parlent d'êtres venus du ciel qui auraient enseigné aux premiers hommes les fondements de la culture et de l'agriculture. D'autres récits, au Ghana ou en Éthiopie, racontent dans des âges où les hommes vivaient bien plus longtemps, où leur relation avec le cosmos était plus directe avant que tout ne sombre dans l'oubli. Ces récits, souvent considérés comme des métaphores spirituelles, pourraient néanmoins contenir le souvenir altéré de contacts avec des sociétés plus anciennes ou même d'événements liés à des connaissances perdues. Dans le Pacifique, les légendes polynésiennes relatent des terres englouties par les flots, des îles disparues et des cités effacées. Le mythe de Mu, tout comme celui de l'Atlantide rapporté par Platon, reflète cette fascination pour des continents perdus. Platon parlait d'une civilisation avancée, dotée d'une technologie et d'une organisation exceptionnelles, détruite en une seule nuit par des cataclysmes. Qu'il s'agisse d'une allégorie politique ou d'un souvenir réel, ce récit s'inscrit dans une longue tradition où les civilisations s'élèvent puis s'effondrent brutalement, laissant derrière elles seulement des échos. Ces mythes sont aussi des cartes de la mémoire. Lorsqu'un peuple raconte qu'un grand feu est tombé du ciel, provoquant la fin d'une ère, nous pouvons y voir la description d'une pluie de météorites ou d'un impact catastrophique. Lorsqu'il est temps en question de ténèbres prolongées, cela pourrait correspondre à des cendres volcaniques obscurcissant l'atmosphère. Derrière les images poétiques, une réalité naturelle peut se dissimuler, traduite dans le langage symbolique de l'époque. L'oubli du détail scientifique n'efface pas la trace de l'événement, il la transforme en récit sacré. Ces traditions posent une question dérangeante, et si l'histoire de l'humanité n'était pas une ligne ascendante partant de la préhistoire pour arriver jusqu'à nous, mais une série de vagues successives, chaque vague, chaque âge aurait produit ses propres avancées, ses propres architectures, son propre rapport au cosmos avant de s'effondrer. Dans cette perspective, nous ne serions pas les pionniers, mais les derniers venus, héritiers d'un monde dont nous avons perdu presque toute la mémoire.
La transmission orale joue un rôle fondamental dans cette hypothèse. Contrairement aux documents écrits, qui se dégradent ou disparaissent, la parole peut traverser les siècles, se transformer, se métamorphoser, mais conserver l'essence d'un souvenir. Les chants aborigènes d'Australiande, par exemple, contiennent des descriptions précises de paysages côtiers aujourd'hui submergés par la mer. Or, ces zones ont été englouties il y a plus de 7000 ans, ce qui signifie que ces récits oraux sont capables de conserver la mémoire d'événements géologiques réels sur des millénaires. Si cela est possible, pourquoi ne pas envisager que d'autres traditions aient préservé à leur manière le souvenir de civilisations effacées? La puissance de ces mythes réside dans leur universalité. Peu importe le continent ou la culture, on retrouve partout cette idée de mondes antérieurs, d'humanité effacée et de renaissances successives. Loin d'être un hasard, cette répétition suggère une trame commune, un souvenir partagé. Nous avons appris à voir ces récits comme des contes, mais leur convergence pourrait être le signe que l'humanité, dans son ensemble, porte en elle une mémoire bien plus ancienne que ce que nos chronologies officielles laissent entendre. Alors, face à ces mythes fondateurs, deux attitudes sont possibles. On peut les réduire à de simples métaphores, utiles pour expliquer la morale et l'ordre cosmique d'une culture. Ou bien on peut les prendre au sérieux, non comme des récits littéraux, mais comme des archives symboliques d'événements réels. Dans ce second cas, chaque légende devient un fragment d'une histoire oubliée, chaque mythe un témoin de civilisations effacées que nous commençons seulement à entrevoir. Lorsque nous quittons les récits des mythes et les anomalies archéologiques pour plonger dans les profondeurs de la Terre, nous découvrons une autre forme de mémoire. Les roches, les sédiments et les couches fossiles constituent les archives les plus anciennes de notre planète. Elles ne parlent pas avec des mots, mais avec des strates, des cicatrices et des traces chimiques qui révèlent une histoire bien plus longue que celle de l'humanité connue. Dans cette mémoire géologique, certains indices soulèvent une question troublante. Et si les traces d'anciennes civilisations avaient été inscrites, puis effacées, dans ces profondeurs que nous commençons seulement à déchiffrer? La Terre se réinvente sans cesse. Les plaques tectoniques se déplacent, les continents se disloquent et se reforment, les océans s'ouvrent puis se referment. Ce cycle permanent agit comme une vaste machine à effacer. Ce qui existait il y a 100 millions d'années, sur un continent disparu, gît aujourd'hui au fond du manteau terrestre, fondu et recyclé. Les géologues appellent cela la subduction, ce processus par lequel la croûte terrestre est engloutie sous une autre. Dans ce contexte, attendre de retrouver intacts les vestiges d'une civilisation très ancienne paraît illusoire. Les forces géologiques travaillent avec une lenteur implacable, mais sur des millions d'années, elles détruisent tout ce qui n'a pas été fossilisé dans les rares poches épargnées. Et pourtant, des anomalies persistent. Certaines couches de sédiments contiennent des concentrations inattendues de métaux, des isotopes ou des dépôts qui ressemblent à des signatures industrielles. Les chercheurs qui s'y intéressent posent une question simple. Si une civilisation industrielle avait existé il y a plusieurs millions d'années, que resterait-il aujourd'hui? Pas de monuments, pas de machines, mais peut-être des altérations chimiques dans les sols, une augmentation de certains gaz dans les glaces fossiles, ou encore des dépôts d'éléments artificiels. Autrement dit, la mémoire géologique conserverait des empreintes subtiles, des cicatrices invisibles à première vue mais indélébiles à l'échelle planétaire. Le débat rejoint ce que certains scientifiques appellent le test de Silurian. Imaginons qu'une civilisation technologique se soit épanouie au Carbonifère ou au Crétacé, puis ait disparu sans laisser de ruines reconnaissables. Que pourrions-nous retrouver d'elle aujourd'hui? Probablement seulement des indices indirects, une modification soudaine de la composition atmosphérique, une anomalie dans les sédiments marins, des dépôts de plastique fossiles ou de métaux rares. C'est exactement ce que nous-mêmes laisserons derrière nous. Dans quelques millions d'années, si une autre espèce intelligente nous succède, elle ne trouvera pas nos villes, mais seulement une signature géologique de notre passage, peut-être une fine couche de radioactivité, un excès de dioxyde de carbone et des dépôts de matériaux artificiels. À cette échelle, l'histoire humaine paraît dérisoire. Nous avons laissé une empreinte claire en quelques siècles seulement, et déjà nous savons qu'elle sera lisible pendant des millions d'années. Mais si cela est vrai pour nous, pourquoi ne pas envisager qu'une autre civilisation ait fait de même avant nous, dont il ne resterait que des traces minérales, aujourd'hui confondues avec les grandes crises naturelles du passé? Chaque extinction massive de la vie pourrait, en théorie, avoir effacé une humanité antérieure.
la disparition des dinosaures, causée par un astéroïde, a ouvert la voie aux mammifères. Mais si un peuple technologique avait existé avant eux, cet impact aurait suffi à l'anéantir totalement, réduisant son héritage à une ligne géologique. La mémoire géologique est aussi une mémoire de catastrophe. Les couches de cendres volcaniques témoignent d'éruptions titanesques comme celle de Toba, il y a 75 000 ans, qui faillit anéantir l'espèce humaine. Les strates marines révèlent des brusques changements de niveau océanique, signes de glaciation ou de déluge planétaire. Ces événements sont gravés comme des cicatrices visibles à l'échelle mondiale. Mais au milieu de ces catastrophes naturelles, certaines anomalies semblent suggérer des perturbations d'un autre ordre. Des couches riches en carbone ou en métaux lourds apparaissent parfois sans cause naturelle claire. Sont-elles les vestiges d'incendies colossaux ou bien les restes invisibles d'activités industrielles très anciennes ? Les forêts fossiles, figées dans les roches, racontent elles aussi une histoire de transformation radicale. On y trouve parfois des dépôts de charbon d'une pureté étrange, accumulés de manière soudaine, comme si des événements rapides avaient y concentré cette matière organique. Le charbon est souvent interprété comme le produit naturel d'une accumulation végétale, mais certains chercheurs imaginent qu'il pourrait également cacher des restes organiques denses produits par une activité plus complexe. Là encore, la frontière entre interprétation géologique et hypothèse civilisationnelle est tant ténue. Un autre aspect fascinant de cette mémoire géologique est le rôle des océans. Le plancher marin, en constante régénération, n'a pas plus de 200 millions d'années. Cela signifie que toute trace ancienne, toute structure bâtie au-delà de cette limite, a été engloutie et recyclée depuis longtemps. Si une civilisation a existé il y a plus de 200 millions d'années, son héritage serait donc définitivement perdu dans les entrailles de la Terre. Ce constat pourrait décourager la recherche, mais il souligne surtout la fragilité des preuves. Nous croyons connaître notre passé parce que nous disposons de quelques fossiles et d'outils en pierre, mais cela ne représente qu'une infime portion de la réalité. Les glaces polaires conservent une mémoire plus récente. Les carottes extraites de l'Antarctique ou du Groenland enregistrent les variations de température, la concentration de gaz et parfois même des traces de poussière volcanique ou d'impact cosmique. Elles montrent combien l'atmosphère peut porter les marques de changements rapides. Si une civilisation ancienne avait provoqué une hausse de dioxyde de carbone ou dispersé des polluants, nous pourrions, en théorie, le détecter. Mais au-delà de quelques centaines de milliers d'années, cette mémoire glacée se perd. Ce qui renforce l'idée que si des mondes humains ont existé bien avant, ils se trouvent désormais dissous dans l'oubli géologique. Il est aussi fascinant d'observer comment certains paysages conservent la trace de formes qui semblent artificielles. Des montagnes aux silhouettes géométriques, des plateaux aux angles trop précis, des reliefs qui ressemblent à des escaliers ou à des pyramides naturelles. La géologie explique ces phénomènes par des fracturations, des érosions, des dépôts successifs. Mais la tentation est grande d'y voir les restes effacés d'architectures trop anciennes pour avoir survécu autrement qu'en se confondant avec la pierre elle-même. Ces formes, qu'elles soient naturelles ou non, nourrissent la perception que la Terre cache dans ses plis les fantômes de constructions oubliées. La mémoire géologique, en définitive, n'est pas une archive claire et ordonnée, elle est un palimpseste, une page sans cesse réécrite par le temps et les forces de la nature. Pourtant, au milieu de ce chaos, certaines traces persistent, comme des énigmes. Elles nous rappellent que nous ne savons pas tout de notre propre passé, que notre certitude repose sur un échantillon minuscule et fragile. La Terre est ancienne, immensément plus ancienne que l'histoire humaine reconnue. Dans ce gouffre temporel, il reste de la place pour d'autres civilisations, d'autres mondes humains effacés, dont les seuls témoins seraient aujourd'hui gravés dans les entrailles de la planète, invisibles à nos yeux, mais pas à ceux du temps. Sous l'étendue silencieuse des mers, là où la lumière du soleil ne pénètre plus, reposent peut-être les fragments oubliés d'un passé que la surface terrestre a depuis longtemps effacé. Les océans couvrent plus de 70% de notre planète et pourtant nous n'en connaissons qu'une infime partie. À peine quelques pourcents des fonds marins ont été cartographiés en détail. Cela signifie que la plus grande bibliothèque d'archives de la Terre nous échappe encore. Si des civilisations antérieures avaient laissé des traces, il est probable qu'elles gisent désormais sous ces eaux, dissimulées à notre regard, prisonnières de sédiments et de silence. L'histoire géologique de la planète montre combien les mers ont englouti de terres entières. La fin de la dernière glaciation, il y a environ 12 000 ans, a provoqué une montée brutale des océans.
Des continents côtiers ont disparu, des plaines fertiles ont été noyées, et des villes humaines, si elles existaient à cette époque, ont été englouties à jamais. Pour beaucoup de chercheurs, Monsunkota, ce cataclysme pourrait correspondre à la mémoire universelle des déluges que l'on retrouve dans tant de mythes. Une civilisation florissante, installée sur les rivages, aurait pu être balayée par la montée des eaux, ne laissant derrière elle que des récits de survie transformés en légendes. De nombreux sites intrigants renforcent cette hypothèse. Au large du Japon, près de l'île de Yonaguni, s'élève une structure monumentale aux allures d'escaliers et de terrasses. Certains géologues affirment qu'il s'agit d'une formation naturelle sculptée par l'érosion. Mais d'autres chercheurs voient dans ces lignes droites, dans ces angles parfaits, la main de l'homme. Si tel était le cas, alors nous serions face à une cité bâtie bien avant l'émergence des civilisations reconnues, aujourd'hui englouties par les mouvements de la mer. Le golfe de Cambay, en Inde, recèle un autre mystère. Les relevés sonars ont révélé les contours d'énormes structures, semblant correspondre à des plans urbains. Des artefacts découverts sur place ont été datés de plusieurs milliers d'années avant l'apparition de la civilisation de la vallée de l'Indus. Là encore, la science officielle reste prudente, évoquant des coïncidences géologiques ou des erreurs de datation. Mais l'hypothèse qu'une ville entière, construite il y a 9000 ans ou plus, ait sombré sous les eaux reste ouverte. Si elle s'avère exacte, cela bouleverserait notre chronologie de l'évolution culturelle humaine. Plus à l'ouest, dans la Méditerranée, au large de l'Égypte et de la Grèce, reposent des ruines dont l'origine interroge. Des temples submergés, des colonnes effondrées, des routes pavées gisent sous plusieurs mètres d'eau. Certaines sont connues et datées, correspondant à des périodes historiques déjà identifiées. Mais d'autres semblent bien plus anciennes, presque hors de toute chronologie. Ces cités englouties rappellent combien la mer peut être un tombeau sélectif. Elle préserve en partie, mais efface le contexte, laissant des fragments sans explication. L'Atlantide, le mythe rapporté par Platon, s'inscrit précisément dans ce cadre. Selon le philosophe grec, il s'agissait d'une civilisation avancée, puissante, et soudainement anéantie par des cataclysmes marins. Longtemps reléguée au rang de fable philosophique, l'histoire de l'Atlantide retrouve une résonance à la lumière des découvertes sous-marines modernes. Peut-être que Platon, comme d'autres, n'a fait que transmettre un souvenir déformé d'un monde réellement disparu sous les flots. La fascination persistante pour ce récit traduit notre pressentiment collectif. L'océan recèle les clés de notre mémoire perdue. Les fonds marins conservent aussi des traces plus indirectes. Des routes de pierre semblant traverser les abysses, comme au large de Cuba ou des Bahamas, alimentent des spéculations sur d'anciennes civilisations maritimes. Certaines formations géologiques peuvent effectivement produire ces alignements, mais la régularité de certains d'entre eux trouble. Si nous acceptons que nos ancêtres récents ont construit des routes, des temples et des villes, pourquoi exclure que des peuples plus anciens aient fait de même, leurs œuvres désormais dissimulées dans les profondeurs? L'océan, en tant que tombeau, agit aussi comme un filtre. Il efface les matériaux les plus fragiles et conserve parfois les plus denses. Une colonne de pierre, un mur de granit peuvent survivre des millénaires, mais tout ce qui relevait du bois, du métal ou de l'argile disparaît rapidement. Ainsi, une civilisation maritime ancienne pourrait avoir laissé derrière elle des traces si ténues que nous les confondons aujourd'hui avec des accidents de la géologie. La mer préserve autant qu'elle camoufle, et cette dualité nourrit le mystère. La science moderne commence à lever un coin du voile. Grâce au sonar, aux robots sous-marins et à l'imagerie satellitaire, nous découvrons chaque année des structures inattendues. Ce que nous prenions pour des fonds uniformes révèle des reliefs complexes, parfois étrangement réguliers. Mais explorer les océans demeure difficile, bien plus que d'envoyer des sondes vers d'autres planètes. La pression, l'obscurité et l'immensité rendent en chaque mission coûteuse et limitée. Il est donc possible que les preuves les plus décisives dorment encore dans les abysses, hors de notre portée immédiate. Le rôle des océans dans l'effacement des civilisations n'est pas seulement géologique, il est aussi psychologique. Ce que l'eau recouvre disparaît non seulement des yeux, mais aussi de la mémoire. Contrairement aux montagnes ou aux déserts qui conservent les ruines visibles, la mer engloutit et impose l'oubli. Elle devient un écran entre nous et le passé. C'est peut-être pour cela que tant de mythes associent la mer à des mondes perdus, à des royaumes engloutis, à des civilisations effacées. L'océan incarne le silence, mais un silence lourd de secrets.
À l'échelle planétaire, si l'on admet que d'anciennes civilisations ont pu exister, il est logique de penser qu'elles se seraient installées près des côtes, comme nous. Les rivages offrent la nourriture, le commerce, la navigation. Mais ces zones sont aussi les plus vulnérables au changement du niveau de la mer. Ainsi, si une humanité antérieure a prospéré avant la fin de la dernière glaciation, il est naturel que la montée des eaux ait effacé la plupart de ces traces, les rendant invisibles pour nous. Ce constat nous ramène à une réflexion plus large. Nous croyons que la Terre nous appartient, que nous en maîtrisons l'histoire et les secrets. Mais les océans nous rappellent notre ignorance. Ce sont eux qui conservent, dans leur obscurité, peut-être les réponses aux questions que nous nous posons. Sommes-nous vraiment les premiers ou seulement les derniers témoins d'un cycle bien plus ancien? Lorsque nous levons les yeux vers le ciel nocturne, nous contemplons la même voûte que nos ancêtres. Les étoiles paraissent immuables, figées dans une éternité qui nous dépasse. Pourtant, ce ciel n'a pas seulement été un objet de contemplation poétique. Depuis des millénaires, il a servi de carte, de calendrier, de repère spirituel et scientifique. Et c'est précisément dans cette relation entre l'homme et les astres que surgissent certaines des plus grandes énigmes. Car de nombreux monuments anciens, construits bien avant l'apparition des instruments modernes, révèlent une compréhension étonnamment précise des mouvements célestes. Ces mystères astronomiques soulèvent une question. Comment des civilisations dites primitives pouvaient-elles posséder un savoir si avancé, et ce savoir ne serait-il pas l'héritage d'un monde plus ancien, effacé depuis longtemps? Stonehenge, sur la plaine de Salisbury en Angleterre, est l'un des exemples les plus célèbres. Cet assemblage de pierres massives, érigé il y a plus de 4000 ans, n'est pas seulement un cercle monumental. Il est aussi un observatoire astronomique, aligné avec le lever du soleil au solstice d'été. Mais ce site révèle des correspondances plus complexes encore, suggérant une connaissance des cycles lunaires et des éclipses. Pour une société que l'on décrit comme encore proche du néolithique, cette précision interpelle. Était-ce le fruit d'une longue observation patiente ou la trace d'un savoir transmis depuis une époque encore plus lointaine? Les pyramides d'Égypte constituent un autre mystère. Le plateau de Gizeh aligne ces trois grandes pyramides selon un schéma qui rappelle la disposition des étoiles de la ceinture d'Orion. De plus, certaines galeries internes pointent vers des étoiles précises, liées aux croyances funéraires et cosmiques des Égyptiens. La construction de ces monuments suppose non seulement une organisation colossale, mais aussi une compréhension fine des cycles stellaires. Comment expliquer que des bâtisseurs de l'Antiquité aient eu accès à un tel niveau de précision, si ce n'est par une accumulation de connaissances bien plus anciennes? En Amérique centrale, les Mayas et les Aztèques ont développé une maîtrise spectaculaire de l'astronomie. Leur calendrier, basé sur des cycles solaires, lunaires et planétaires, rivalise beaucoup par leur complexité avec nos systèmes modernes. La pyramide de Kukulkan à Chichen Itza est conçue de telle sorte qu'aux équinoxes, l'ombre du soleil dessine l'image d'un serpent ondulant le long des escaliers. Une telle précision architecturale témoigne d'une compréhension profonde des mouvements célestes. Mais ce qui intrigue le plus est que ces savoirs semblent surgir presque d'un seul coup sans que nous en comprenions pleinement l'origine. Les civilisations andines, elles aussi, regardaient le ciel avec une intensité particulière. À Machu Picchu et dans d'autres sites incas, des alignements précis relient les structures aux solstices et aux équinoxes. Les lignes de Nazca, tracées dans le désert péruvien, représentent non seulement des animaux et des formes géométriques, mais semblent aussi correspondre à des points astronomiques. Ces dessins, visibles seulement depuis le ciel, posent une double question. Pourquoi les réaliser ainsi? Et comment des peuples sans technologie aérienne pouvaient-ils en concevoir la totalité? Certains y voient dans le vestige d'un savoir ancien, transmis par des cultures disparues ou inspiré par des contacts que nous ne comprenons pas. En Afrique, les Dogons du Mali possèdent un savoir astronomique qui a dérouté les ethnologues. Leur tradition orale décrit Sirius, l'étoile la plus brillante du ciel, comme étant accompagnée d'une autre étoile invisible à l'œil nu, dense et petite. Or, il s'agit précisément de Sirius B, une naine blanche découverte par les astronomes modernes seulement au XIXe siècle grâce à des instruments avancés. Comment un peuple sans télescope aurait-il pu savoir cela? Les explications oscillent entre transmission de connaissances anciennes et coïncidences culturelles, mais le mystère demeure. Les observatoires précolombiens, comme celui de Chanquillo au Pérou, sont encore plus troublants.
Daté de plus de 2300 ans, il comporte une série de 13 tours alignées sur une colline, permettant de suivre le mouvement du Soleil à travers l'année. Ce dispositif fonctionnait comme un calendrier solaire sophistiqué, offrant une précision remarquable. Là encore, il ne s'agit pas d'un cas isolé, mais d'une récurrence. Partout sur Terre, des peuples ont élevé des monuments qui reflètent une connaissance approfondie du ciel. La question qui se pose est donc double. D'une part, pourquoi tant de cultures distinctes ont-elles ressenti le besoin de traduire leurs savoirs astronomiques dans la pierre, souvent avec une précision défiant les moyens techniques dont elles disposaient, non? Et d'autre part, comment expliquer que ces savoirs semblent surgir soudainement, sans trace préalable d'une lente évolution? Une hypothèse audacieuse est qu'ils ne faisaient que conserver et transmettre un héritage beaucoup plus ancien, légué par des civilisations disparues dont nous n'avons plus la mémoire directe. La Chine ancienne fournit un autre exemple fascinant. Ces astronomes notaient les éclipses, les comètes et les mouvements planétaires avec une régularité impressionnante. Certaines de leurs archives mentionnent des phénomènes célestes confirmés aujourd'hui par les calculs modernes. Leur calendrier, vieux de plusieurs millénaires, s'appuie sur des observations d'une finesse qui suppose des siècles de continuité. Mais si les dynasties historiques en ont laissé les traces écrites, il est possible que ce savoir ait des racines bien plus profondes, enfouies dans un passé dont nous avons perdu les témoins. L'Inde védique offre une autre piste. Les textes anciens décrivent des cycles cosmiques sur des millions d'années, avec une précision mathématique impressionnante. Ces chiffres vertigineux pourraient n'être que des spéculations philosophiques, mais ils révèlent aussi une capacité de projection et d'abstraction étonnante. Certains chercheurs suggèrent que ces cycles pourraient en refléter des observations accumulées pendant des périodes bien plus anciennes que les seules civilisations historiques connues. Ces mystères astronomiques ne se limitent pas aux monuments ou aux textes. Ils se traduisent aussi dans l'art et les symboles. Des gravures rupestres représentant des constellations, des spirales qui rappellent les galaxies, des figures qui semblent indiquer des éclipses ou des alignements planétaires apparaissent dans des contextes où l'on n'attendrait qu'un art rudimentaire. Si ces représentations sont exactes, elles témoignent d'une observation assidue du ciel et peut-être d'un savoir transmis à travers les âges. Face à ces indices, deux attitudes s'opposent. La première consiste à dire que les anciens ont simplement accumulé des siècles d'observation à l'œil nu, ce qui expliquerait leur précision. La seconde suggère qu'ils disposaient d'un héritage beaucoup plus ancien, issu d'une civilisation disparue qui maîtrisait déjà ces connaissances et les avait transmises sous forme de traditions, de rites et de monuments. Dans les deux cas, l'étonnement demeure. Sans instruments modernes, comment obtenir une telle exactitude et surtout pourquoi l'avoir gravée dans la pierre avec autant d'ardeur? L'astronomie ancienne ne se limite pas à un savoir pratique, elle reflète une relation profonde entre l'homme et l'univers. Les civilisations anciennes voyaient se construire dans le ciel un miroir de leur propre existence, un ordre supérieur auquel se conformer. Mais si nous admettons que certaines de ces connaissances dépassent ce que l'on attend de leur époque, nous devons envisager la possibilité qu'elles ne soient pas nées là, mais qu'elles proviennent d'un passé plus obscur, d'une humanité oubliée ou même d'un contact avec une source extérieure. Dans ce dialogue entre la Terre et le ciel, les mystères astronomiques deviennent des indices le troublant. Ils rappellent que l'histoire humaine, telle que nous la racontons, n'est peut-être qu'un fragment. Les étoiles, immuables dans leur lente danse, auraient pu guider d'autres civilisations avant nous, effacées depuis longtemps, mais dont le savoir, inscrit dans la pierre et les mythes, nous parvient encore par éclats. Ainsi, chaque alignement, chaque monument, chaque récit céleste devient une question suspendue. Et si ce que nous prenons pour des débuts était en réalité une réminiscence d'un passé plus ancien, inscrit dans le ciel comme dans une mémoire éternelle? Bien avant que les mots science, méthode ou expérience n'existent, des hommes et des femmes ont levé les yeux vers le ciel, observé la course des astres, scruté les migrations animales, étudié la croissance des plantes et consigné leurs découvertes dans des récits ou des symboles. Ces figures, ce que nous pourrions appeler les premiers scientifiques, vivant dans un monde où la frontière entre savoir, mythe et spiritualité n'était pas encore tracée. Pourtant, au cœur de leur tradition, nous percevons déjà une rigueur d'observation et une curiosité méthodique qui annoncent ce que nous considérons aujourd'hui comme la science. Et c'est précisément là que surgit l'énigme. Comment expliquer que certaines de ces connaissances, parfois d'une exactitude stupéfiante, semblent avoir devancé de plusieurs siècles, voire de plusieurs millénaires, les moyens dont disposaient ces peuples? Les scribes de Mésopotamie en offrent un premier exemple frappant.
Dans les tablettes d'argile retrouvées à Ninive ou à Babylone, on découvre des calculs astronomiques d'une finesse étonnante. Ces textes décrivent les cycles de Vénus, de Jupiter, les phases de la Lune, et permettent même de prédire des éclipses. Comment, dans un monde encore largement agricole, ces savants pouvaient-ils atteindre une telle précision sans instruments optiques? Les explications avancées évoquent des siècles d'observations continues, transmises d'une génération à l'autre. Mais cette accumulation suppose une stabilité et une discipline rarement observées dans des sociétés encore en construction. Certains chercheurs y voient donc l'héritage d'un savoir plus ancien, préservé malgré la disparition des civilisations qui l'auraient produit. En Égypte tempérée, les prêtres astronomes, gardiens des temples, jouaient un rôle comparable. Le calendrier nilotique, fondé sur la crue annuelle du fleuve, reposait sur l'observation rigoureuse de l'étoile Sirius, dont l'apparition annonçait l'inondation salvatrice. Ce savoir, essentiel pour la survie agricole, révèle une continuité d'observation sur des siècles, mais aussi une compréhension des cycles cosmiques que l'on peine à attribuer à de simples tâtonnements. De plus, l'architecture monumentale, avec ses alignements célestes, suggère une intention scientifique presque expérimentale de relier les cycles du ciel à l'organisation de la vie terrestre. Dans l'Inde ancienne, les textes védiques et plus tard les traités d'astronomie témoignent d'une sophistication remarquable. Les mouvements planétaires y sont décrits avec une précision qui, dans certains cas, dépasse ce que l'on pourrait attendre sans instruments modernes. Les mathématiques qui en découlent, notamment dans les calculs trigonométriques, semblent surgir presque sans étapes intermédiaires, comme si elles avaient été héritées plutôt qu'inventées ex nihilo. Ces connaissances, insérées dans un cadre religieux et philosophique, n'en demeurent pas moins des outils scientifiques étonnants pour leur époque. Les Chinois, eux, consignaient avec une régularité impressionnante les phénomènes célestes. Leurs archives mentionnent des éclipses, des comètes, des taches solaires, parfois avec une exactitude que les astronomes contemporains peuvent vérifier grâce aux modèles actuels. Ce suivi sur des millénaires suggère non seulement une discipline, mais une conscience aiguë de la valeur des données. Derrière la dimension spirituelle et politique, il y a une volonté de comprendre, de prévoir, d'ordonner le chaos apparent du ciel. Mais une question demeure. Comment ces traditions, indépendantes les unes des autres, ont-elles atteint un tel degré de rigueur presque simultanément, sans que l'on observe toujours les étapes progressives de leur élaboration? Les civilisations précolombiennes apportent une autre pièce au puzzle. Les Mayas, par exemple, calculaient la rente la durée de l'année solaire avec une précision supérieure à celle du calendrier grégorien adopté bien plus tard en Europe. Leur codex, gravé sur des supports fragiles, révèle des cycles de planètes telles que Vénus, utilisés à la fois pour l'agriculture et pour les rituels. Cette exactitude n'est pas le fruit du hasard. Elle implique une accumulation de données sur des siècles, voire des millénaires. Mais là encore surgit une énigme. Comment un peuple qui ne disposait pas encore d'outils métalliques sophistiqués a-t-il pu atteindre une telle finesse dans ses calculs célestes? Si nous élargissons le regard, nous découvrons que la science naissante ne se limitait pas à l'astronomie. Les premiers médecins, souvent confondus avec des prêtres ou des chamans, ont expérimenté l'usage des plantes, des minéraux et des techniques chirurgicales rudimentaires. Certaines pratiques, notées dans des papyrus égyptiens ou dans les textes ayurvédiques indiens, se révèlent efficaces encore aujourd'hui. Des remèdes utilisés dans l'Antiquité, comme le saule contre la douleur, ancêtre de l'aspirine moderne, témoignent d'une connaissance empirique fondée sur l'observation et la transmission. Mais parfois, ces savoirs semblent si avancés qu'on peine à croire qu'ils aient été découverts sans base théorique. Ont-ils été le fruit de générations d'essais et d'erreurs ou le vestige d'un corpus de connaissances plus ancien transmis sous une forme fragmentaire? Même dans le domaine des mathématiques, des énigmes persistent. Les Babyloniens utilisaient déjà des systèmes sexagésimaux qui facilitent les calculs astronomiques. Les Grecs, avec Euclide ou Archimède, semblent avoir hérité d'une tradition mathématique déjà très aboutie. Le fameux théorème attribué à Pythagore existait bien avant lui, utilisé par les Égyptiens dans leurs relevés. Ces continuités suggèrent non pas une invention soudaine, mais une transmission dont nous avons perdu les étapes intermédiaires. Chaque découverte paraît surgir d'un terreau invisible, comme si les premiers scientifiques n'avaient pas tant créé qu'hérité d'un savoir dont l'origine s'était dissoute dans l'oubli. Il est aussi fascinant de constater que dans plusieurs cultures, science et spiritualité se confondaient entre. Les prêtres mathématiciens de Sumer, les brahmanes indiens, les sages chinois, tous inscrivaient leurs découvertes dans un cadre cosmologique.
L'univers n'était pas un objet neutre à analyser, mais un organisme vivant à comprendre. Pourtant, derrière les symboles et les rituels, la précision demeure. Ce mélange entre croyance et rigueur révèle que la science n'a peut-être pas toujours été inventée de zéro, mais transmise sous des formes adaptées aux mentalités de chaque époque. Cette hypothèse prend une ampleur particulière lorsqu'on envisage l'idée d'une civilisation antérieure à la nôtre. Si un monde plus ancien avait atteint un haut niveau de savoir, il aurait pu léguer ses découvertes sous forme fragmentaire à des peuples ultérieurs. Ces fragments, mêlés à des mythes et à des rites, auraient donc survécu assez longtemps pour rejaillir dans les calculs des prêtres babyloniens, les calendriers mayas ou les observations chinoises. Ce que nous appelons les premiers scientifiques ne seraient alors pas les inventeurs d'un savoir vierge, mais les gardiens de braises anciennes, ravivées après l'extinction d'un feu primordial. Cette perspective change notre vision du progrès. Plutôt qu'une ascension linéaire et continue, elle suggère une série de renaissances. La science ne serait pas une conquête unique, mais un cycle, découverte, perte, redécouverte. Comme des vagues qui viennent et repartent, chaque civilisation aurait eu accès à une partie du savoir, avant de l'oublier ou de le transformer. Ce que nous célébrons comme des débuts brillants pourrait n'être que des redécouvertes, et cette idée vertigineuse résonne avec les anomalies et les mythes déjà évoqués. Dans cette lumière, les premiers scientifiques deviennent les passeurs d'un héritage plus vaste que leur propre époque. Ils nous rappellent que la connaissance humaine n'est jamais isolée, qu'elle circule, s'éteint, renaît, et qu'elle pourrait bien avoir des racines que nous n'osons pas encore explorer. Leur héritage, inscrit dans la pierre, les tablettes, les papyrus et les traditions orales, continue de nous interroger. Était-ce seulement le fruit de leur génie et de leur patience, ou bien la trace ténue d'une humanité plus ancienne, disparue mais dont l'écho résonne encore à travers leurs découvertes? Parmi les hypothèses qui bouleversent donc notre compréhension de la vie sur Terre, celle de la panspermie occupe une place singulière. Elle ne se contente pas d'élargir nos horizons, elle les renverse. Selon cette idée, la vie n'aurait pas trouvé son origine dans les océans primitifs de notre planète, mais viendrait d'ailleurs apportée par des fragments de matière cosmique, des comètes ou même, selon certains scénarios, par une intention extérieure. Autrement dit, nous ne serions pas les enfants exclusifs de la Terre, mais les héritiers d'un patrimoine universel, disséminé dans le cosmos depuis des temps immémoriaux. La panspermie n'est pas une théorie récente, bien qu'elle ait trouvé un nouvel écho à la lumière des découvertes scientifiques modernes. Les philosophes grecs comme Anaxagore évoquaient déjà l'idée que les germes de la vie se trouvaient partout dans l'univers, attendant les conditions propices pour se développer. Plus tard, au XIXe siècle, des chercheurs comme Hermann Richter ou Lord Kelvin ont proposé que des météorites puissent transporter les graines de la vie à travers l'espace. Ce qui paraissait alors une spéculation marginale trouve aujourd'hui un regain d'intérêt à mesure que nous découvrons la résilience insoupçonnée des micro-organismes. Car c'est là le point central. La vie, même dans ses formes les plus simples, se révèle beaucoup plus robuste que nous ne l'avions imaginé. Des bactéries peuvent survivre à des températures extrêmes, à des radiations intenses, au vide spatial. Certaines sont capables de rester en état de dormance pendant des millions d'années, puis de se réactiver dès que les conditions deviennent favorables. Ces découvertes expérimentales ouvrent un champ vertigineux. Si la vie peut voyager dans l'espace, alors elle n'est pas nécessairement née sur Terre. Elle pourrait être le fruit d'un processus cosmique, semé d'étoile en étoile, de planète en planète. Les météorites retrouvées sur Terre renforcent cette hypothèse. Certaines contiennent des acides aminés, les briques élémentaires des protéines. D'autres recèlent des molécules organiques complexes, formées dans l'espace interstellaire. Cela signifie que les ingrédients de la vie ne sont pas rares, mais omniprésents, portés par les poussières cosmiques, les comètes et les astéroïdes. Le bombardement météoritique intense qui a marqué la jeunesse de la Terre pourrait donc avoir apporté ces matériaux essentiels, voire des micro-organismes déjà constitués. Si tel est le cas, alors la vie terrestre ne serait qu'une branche d'un arbre beaucoup plus vaste, un arbre galactique dont les racines s'étendent bien au-delà de notre planète. La panspermie se décline en plusieurs versions. La panspermie, dite lithopanspermie, suppose que des fragments de roches éjectés par des impacts planétaires puissent en transporter des microbes d'une planète à l'autre. On sait aujourd'hui que des météorites provenant de Mars sont arrivées sur Terre et certaines contiennent des structures qui ressemblent à des microfossiles. Rien ne prouve qu'elles aient reporté la vie, mais cela établit au moins la possibilité d'un transfert naturel.
La panspermie dirigée, quant à elle, avance l'idée plus audacieuse que la vie aurait été volontairement disséminée par une intelligence extraterrestre, comme une expérience cosmique ou une tentative de semer la conscience dans l'univers. Cette hypothèse, bien que controversée, soulève une réflexion vertigineuse. Si nous sommes le produit d'une semence volontaire, alors notre existence est liée à une histoire bien plus vaste que celle de notre planète. Nous serions les descendants d'un projet cosmique, héritiers d'une intention inscrite dans les étoiles. Même si cela reste spéculatif, l'idée pousse à reconsidérer notre place dans l'univers. Nous ne serions pas un accident isolé, mais une étape d'un processus qui nous dépasse. L'étude des exoplanètes renforce également l'intérêt pour la panspermie. Depuis quelques décennies, nous avons découvert des milliers de mondes orbitant autour d'autres étoiles, et beaucoup se trouvent dans des zones habitables, où l'eau liquide pourrait exister. Cela multiplie les chances que la vie ait émergé ailleurs, et par extension qu'elle ait circulé dans la galaxie. Si les ingrédients sont partout et si les conditions sont fréquentes, pourquoi la vie serait-elle restée confinée à la Terre ? Cette question devient encore plus pressante lorsqu'on considère que les comètes, ces voyageurs du système solaire, passent régulièrement d'un monde à l'autre, distribuant leur cargaison de molécules organiques. Les expériences spatiales menées ces dernières années confirment la robustesse des organismes vivants. Des bactéries ont survécu des mois sur la coque de la Station spatiale internationale, exposées au vide et aux radiations. Des spores de champignons ont montré leur résistance dans des conditions similaires. Ces résultats démontrent que le voyage interplanétaire n'est pas forcément fatal pour la vie. Si de simples organismes terrestres peuvent survivre ainsi, pourquoi ne pas imaginer que d'autres l'ayant fait avant nous, voyageant à travers l'espace pour s'implanter sur une planète accueillante ? La panspermie pose aussi une question philosophique. Si la vie vient de l'espace, alors elle n'est pas unique à la Terre. Elle fait partie d'un processus universel, une dynamique inscrite dans la nature même du cosmos. Cela signifie que chaque planète habitée n'est pas une exception, mais une déclinaison, une variation locale d'une histoire commune. La conscience elle-même, dans cette perspective, n'est pas un miracle terrestre, mais un phénomène cosmique destiné à émerger partout où les conditions le permettent. Cette idée transforme notre rapport à l'histoire. Car si la vie terrestre vient d'ailleurs, alors notre origine se perd dans un temps et un espace infiniment plus vastes. Nous ne sommes pas seulement les enfants de notre planète, mais les héritiers d'un voyage interstellaire commencé bien avant nous. Chaque cellule de notre corps, chaque brin d'ADN pourrait contenir la mémoire silencieuse de ce voyage. L'humanité tout entière devient ainsi l'expression d'un cosmos vivant, d'une graine semée il y a des milliards d'années et enfin épanouie ici, sur ce petit monde bleu. Mais la panspermie, en élargissant l'origine de la vie, soulève aussi des inquiétudes. Si la vie peut voyager, alors elle peut aussi contaminer. Une comète porteuse de microbes pourrait apporter des formes inconnues sur une planète vierge. Inversement, nos propres missions spatiales pourraient disséminer la vie terrestre ailleurs, volontairement ou non. Cela interroge notre responsabilité en tant qu'espèce exploratrice. Sommes-nous les gardiens d'une semence universelle ou risquons-nous d'altérer des mondes étrangers en y projetant notre propre biologie ? L'hypothèse reste controversée. Beaucoup de scientifiques privilégient encore l'idée que la vie est née ici, dans les océans primitifs, par un enchaînement de réactions chimiques complexes. Mais même dans ce scénario, les ingrédients essentiels, l'eau, les molécules organiques, les acides aminés, proviennent en partie de l'espace. Ainsi, même si la vie s'est formée sur Terre, elle est tout de même le fruit d'un héritage cosmique. La frontière entre une origine locale et une origine galactique s'efface, laissant place à une vision hybride où la Terre a été le théâtre d'un processus universel. En fin de compte, la théorie de la panspermie ouvre une perspective qui dépasse la simple biologie. Elle relie notre existence à une histoire cosmique, suggérant que la vie est une force universelle, inscrite dans la trame même de l'univers. Qu'elle soit née ici ou venue d'ailleurs, elle nous invite à voir la Terre non comme une exception, mais comme un maillon d'une chaîne infinie. Et dans ce cadre, l'idée que nous ne soyons pas la première civilisation prend un relief encore plus saisissant. Peut-être ne sommes-nous qu'une étape, une variation, une résonance d'un chant qui s'élève depuis les étoiles. Lorsqu'une pierre venue du ciel traverse l'atmosphère et s'écrase sur notre planète, elle n'apporte pas seulement le spectacle d'une lumière fulgurante et d'un impact violent. Elle peut être aussi un messager du passé lointain, porteur d'indices sur l'origine de la vie. Les météorites y sont bien plus que des blocs inertes. Elles sont des archives cosmiques,
préservant dans leurs entrailles les conditions chimiques de la nébuleuse primitive qui a donné naissance au système solaire. Et certaines d'entre elles recèlent comme seul des surprises qui nourrissent l'hypothèse fascinante de la panspermie, la possibilité que la vie terrestre ait été semée depuis l'espace. Dès le XIXe siècle, des scientifiques se sont demandé si les météorites pouvaient en contenir des molécules organiques. Les découvertes des dernières décennies ont confirmé cette intuition. La météorite de Murchison, tombée en Australie en 1969, est devenue célèbre pour avoir révélé des acides aminés, ces briques fondamentales des protéines. Non seulement ces molécules étaient présentes, mais elles montraient une diversité qui dépassait ce que l'on pensait possible dans des conditions abiotiques. Plus encore, certaines présentaient une orientation chimique, une asymétrie qui rappelle celle de la vie terrestre, comme si le ciel lui-même avait offert à la Terre des fragments d'un langage biologique déjà commencé. D'autres météorites, étudiées avec des méthodes modernes, confirment cette richesse organique. Certaines contiennent des hydrocarbures complexes, d'autres des sucres et même des bases azotées, qui sont les lettres de l'ADN et de l'ARN. Ces découvertes bouleversent notre conception de l'univers. Elles montrent que la chimie de la vie n'est pas confinée à notre planète, mais qu'elle est répandue dans l'espace interstellaire, façonnée par la lumière des étoiles et la poussière cosmique. Dans ce contexte, la Terre n'a peut-être pas inventé la vie. Elle l'a reçue, l'a cultivée, comme une graine déposée dans un sol fertile. L'idée devient encore plus troublante lorsque l'on considère les météorites martiennes retrouvées sur Terre. Certaines, comme la célèbre ALH 84001, découverte en Antarctique, présentent des structures microscopiques qui ressemblent à des fossiles bactériens. Bien que ce point reste débattu, il souligne une possibilité extraordinaire, que des fragments de Mars aient transporté jusqu'à nous des formes de vie primitives. Si cela était vrai, alors la frontière entre les planètes s'efface. La vie sur Terre pourrait être apparentée à une vie martienne ancienne, comme deux rameaux issus d'une même semence cosmique. La lithopanspermie, cette hypothèse selon laquelle des microbes peuvent voyager d'un monde à l'autre à l'intérieur de roches éjectées par des impacts, trouve ici une crédibilité inattendue. Des expériences ont montré que certains micro-organismes terrestres peuvent survivre à des chocs violents, à l'éjection dans l'espace et à la rentrée atmosphérique. Cela signifie que des météorites pourraient réellement être des véhicules biologiques, transportant des passagers invisibles d'une planète à l'autre. Si cela s'est produit, alors notre propre planète pourrait être la descendante d'une lignée biologique née ailleurs, héritière d'un voyage interplanétaire qui a commencé bien avant l'apparition des premiers océans. Les comètes, ces corps glacés qui traversent le système solaire, constituent un autre vecteur possible. Elles sont riches en eau, en carbone et en molécules organiques. Lorsque la comète 67P a été étudiée par la sonde Rosetta, les instruments ont détecté des composés organiques complexes, confirmant que ces voyageurs de glace transportent bien les ingrédients de la vie. Leur rôle lors du bombardement intense de la Terre primitive pourrait avoir été décisif. Chaque impact aurait enrichi les océans naissants d'un cocktail chimique fertile, préparant le terrain pour l'émergence du vivant. La question qui persiste est celle de la transition entre chimie et biologie. Les météorites apportent les briques, mais peuvent-elles aussi apporter la structure vivante ? Les chercheurs explorent cette possibilité en examinant les conditions de survie des microbes. Des bactéries terrestres ont montré une résistance extraordinaire. Certaines survivent dans le vide spatial, d'autres supportent les radiations cosmiques, d'autres encore se réveillent après des millions d'années en dormance. Si la vie a pu apparaître sur une planète plus ancienne, il est concevable qu'elle ait voyagé ainsi, protégée dans le cœur glacé d'une comète ou dans une roche projetée par un impact. Ce scénario change radicalement notre perception. Nous avons longtemps pensé que la Terre était le berceau exclusif de la vie. Mais si les météorites en sont les messagères, alors la vie est cosmique par nature. Chaque planète habitée serait le reflet d'un processus universel, une déclinaison locale d'une dynamique plus vaste. Nous serions alors liés non seulement à notre Terre, mais à toutes les planètes et à tous les astres qui ont participé à cette dissémination. Nos origines ne se trouvent pas dans un unique océan primordial, mais dans la poussière d'étoiles, dans le voyage patient des roches et des glaces à travers le vide interstellaire. Les implications philosophiques sont immenses. Si la vie a voyagé jusqu'ici, alors il est probable qu'elle ait voyagé ailleurs. Ce que nous appelons l'humanité pourrait n'être qu'une variation d'un thème répété sur d'autres mondes.
Nous ne serions pas une exception, mais une étape. Cette idée, loin de diminuer notre singularité, élargit notre appartenance. Nous faisons partie d'une histoire cosmique qui dépasse notre planète et notre espèce. Pourtant, cette hypothèse ne fait pas l'unanimité. Certains chercheurs rappellent que les preuves directes manquent. Aucun microbe extraterrestre n'a encore été identifié de façon certaine. Les structures observées dans certaines météorites pourraient être des artefacts minéraux. Les molécules organiques, aussi complexes soient-elles, ne suffisent pas à prouver l'existence de la vie. La prudence scientifique exige de ne pas confondre potentialité et certitude. Mais l'accumulation d'indices rend la question de plus en plus pressante. Imaginons un instant que l'on découvre au cœur d'une météorite une structure biologique indiscutable, un fossile microbien clairement étranger à la Terre. Cela bouleverserait notre conception de la vie, de son origine et de sa distribution dans l'univers. La frontière entre nous et le cosmos disparaîtrait. Nous serions contraints de repenser notre identité, non plus comme une espèce née ici, mais comme un rameau d'une forêt vivante qui s'étend dans la galaxie. Les météorites, dans leur silence, nous offrent déjà cette vision. Elles tombent depuis toujours, semant des éclats de l'univers dans nos paysages. Chaque fragment ramassé dans un désert, dans une plaine glacée ou sur un toit de maison est une lettre d'un langage cosmique que nous commençons à déchiffrer. Leur étude nous rappelle que nous ne sommes pas isolés, mais inscrits dans une histoire beaucoup plus vaste. Et si la vie elle-même est née de ces pierres venues du ciel, alors notre existence n'est pas une exception fragile, mais une conséquence naturelle d'un cosmos vivant et créateur. Lorsque nous parlons de la vie, nous pensons spontanément aux organismes fragiles, dépendants d'un environnement protecteur, incapables de résister à l'hostilité du vide ou aux radiations cosmiques. Pourtant, la réalité biologique révèle un tableau bien différent. À l'échelle microscopique, certaines formes de vie défient presque toutes les conditions. Ces créatures invisibles, souvent réduites à une simple cellule, démontrent une résilience qui bouleverse nos certitudes. Elles survivent à la chaleur des volcans, aux pressions abyssales, aux glaces éternelles et même à l'espace intersidéral. On les appelle extrémophiles, mais dans ce contexte, elles deviennent surtout les candidats idéaux pour un voyage interplanétaire. Ce sont ces microbes immortels, capables d'endurer l'impensable, qui nourrissent la théorie de la panspermie et l'idée que la vie pourrait circuler dans le cosmos. Parmi ces survivants d'exception, la bactérie Deinococcus radiodurans occupe une place emblématique. Découverte dans les années 1950, elle est capable de résister à des doses de radiation 1000 fois supérieures à celles qui tueraient un être humain. Non seulement elle survit, mais elle répare son ADN brisé avec une efficacité remarquable. Dans un environnement spatial saturé de rayons cosmiques, cette capacité devient un atout essentiel. On l'a surnommée la bactérie Conan, car elle semble indestructible. Si un tel organisme peut résister sur Terre, pourquoi ne pas imaginer qu'il puisse survivre enfermé dans une roche éjectée d'une planète au cours d'un long voyage dans le vide ? D'autres exemples confirment cette possibilité. Des spores bactériennes ont été retrouvées viables après avoir été piégées dans des cristaux de sel pendant des millions d'années. Ces dormeurs invisibles, figés dans le temps, reprennent vie dès qu'ils retrouvent l'humidité et la chaleur nécessaires. Cela démontre qu'une cellule peut franchir les âges sans perdre son potentiel vital. Si la Terre abrite déjà de tels survivants, il devient concevable qu'un microbe enfoui dans une comète glacée puisse traverser des millions d'années avant de s'éveiller sur une planète accueillante. Les expériences spatiales menées au cours des dernières décennies renforcent ce constat. Sur la Station spatiale internationale, des bactéries et des champignons ont été exposés directement au vide spatial, aux rayons ultraviolets et aux températures extrêmes. Résultat, certains ont survécu plusieurs mois, protégés seulement par une fine couche de poussière ou d'ombre. Cela prouve que la frontière entre le vivant et l'espace n'est pas aussi infranchissable que nous le pensions. La vie, sous ses formes les plus simples, possède une robustesse que nous commençons seulement à mesurer. Les tardigrades, surnommés oursons d'eau, incarnent cette résistance. Ces micro-animaux visibles au microscope mais dotés d'une complexité étonnante peuvent entrer dans un état cryptobiotique, se déshydratant presque totalement pour devenir une sorte de poussière vivante. Dans cet état, ils survivent au vide spatial, aux radiations, au froid extrême et même à des températures proches de l'ébullition. Ils ont été envoyés dans l'espace à bord de satellites, exposés aux conditions cosmiques, puis ramenés sur Terre pour reprendre une vie normale. Leur existence montre que la nature a inventé des mécanismes de survie capables de traverser des environnements que nous considérions comme stériles.
Si des organismes terrestres possèdent de telles capacités, alors il n'est pas absurde d'imaginer que des microbes similaires existent ailleurs dans l'univers. La vie pourrait ne pas être confinée aux zones douces et tempérées des planètes. Elle pourrait subsister dans les glaces des lunes, dans les profondeurs des océans souterrains ou dans les roches errantes du vide interstellaire. L'image d'une vie fragile doit être remplacée par celle d'une vie persistante, inventive, capable d'endurer l'impensable. La notion d'immortalité, appliquée à ces microbes, ne doit pas être comprise au sens strict. Ils ne sont pas éternels, mais leur capacité à se régénérer, à entrer en dormance et à résister à des conditions extrêmes les rend presque indestructibles à l'échelle cosmique. Cette résilience offre une explication à l'un des mystères fondamentaux, comment la vie aurait pu voyager à travers les étoiles. Si une civilisation n'a pas semé volontairement la vie, alors peut-être qu'elle s'est propagée seule, transportée par ces passagers invisibles, capables de survivre à des distances que nous considérons comme infranchissables. Cette vision transforme aussi notre rapport à l'évolution. Nous pensons souvent que la vie est née dans une soupe primitive, à partir d'une combinaison improbable de molécules. Mais si les ingrédients ou même les premiers organismes étaient déjà présents, portés par des météorites, alors la Terre n'aurait-il été qu'un relais, une étape dans une histoire plus vaste. La robustesse des microbes immortels devient alors l'explication naturelle de ce passage. Nous serions les descendants de voyageurs invisibles, arrivés d'ailleurs bien avant que notre planète ne soit prête à les accueillir pleinement. Ce constat inspire aussi une réflexion plus large. Nous considérons souvent l'intelligence humaine comme le sommet de la vie, mais en termes de survie, ce sont ces micro-organismes qui dominent. Ils étaient là avant nous et seront là après nous. Leur simplicité apparente cache une sophistication de stratégie de survie qui dépasse tout ce que notre technologie actuelle peut reproduire. Dans ce sens, ils sont les véritables conquérants du cosmos, capables de franchir les abîmes là où nos vaisseaux peinent à s'aventurer. Certaines expériences vont encore plus loin. Des chercheurs ont tenté de simuler les conditions d'éjection d'une roche lors d'un impact planétaire. Ils ont enfermé des microbes dans des capsules soumises à des pressions et des températures extrêmes, équivalentes à celles d'une expulsion dans l'espace. Contre toute attente, certains ont survécu. Cela montre que le scénario de la lithopanspermie n'est pas une fantaisie. Il est physiquement possible. Un microbe enfermé dans une fissure minérale pourrait traverser l'espace pendant des millions d'années, endormi, puis s'éveiller sur une planète étrangère après un nouvel impact. Cette hypothèse ne fait pas que nourrir la spéculation. Elle a des conséquences sur la manière dont nous cherchons la vie ailleurs. Si la vie peut résister au voyage interstellaire, alors chaque planète potentiellement habitable devient une candidate non pas à l'émergence spontanée, mais à la colonisation par des germes venus d'ailleurs. Cela multiplie les chances de trouver la vie dans l'univers. Ce que nous appelons exobiologie pourrait bien être, en réalité, une paléontologie cosmique cherchant à retrouver les traces de ces voyageurs invisibles. La question de savoir si nous sommes les premiers ou les derniers prend ici une tournure nouvelle. Car si la vie se propage grâce à ces microbes immortels, alors chaque monde habité n'est qu'un maillon dans une chaîne ininterrompue. Nous ne sommes pas uniques mais connectés, liés par ces semences invisibles qui circulent depuis des milliards d'années. La Terre, avec ses forêts, ses océans et ses civilisations, n'est qu'une variation d'un thème universel. Et ces minuscules survivants, indifférents à notre fragilité, sont peut-être les véritables gardiens de cette continuité. Dans cette perspective, l'histoire humaine apparaît comme un épisode récent dans une épopée qui nous dépasse. Nous croyons être les maîtres de notre destin, mais en réalité, nous sommes les héritiers de ces voyageurs invisibles. Leur résilience a permis notre existence. Leur capacité à survivre au vide a ouvert la voie à notre conscience. Et si un jour la vie terrestre devait disparaître, eux, les microbes immortels, continueraient peut-être leur voyage, prêts à ensemencer d'autres mondes, à relancer ailleurs la grande aventure de la vie. L'hypothèse de la panspermie et celle de civilisations disparues pourraient n'est rester de simples spéculations philosophiques si elles n'étaient nourries par des expériences concrètes. Or, depuis plusieurs décennies, la science moderne met à l'épreuve ces idées, parfois de manière volontaire, parfois de façon fortuite. Les laboratoires, les stations spatiales et les observatoires deviennent alors des lieux où l'on mesure non seulement la robustesse du vivant, mais aussi la plausibilité de son voyage à travers le cosmos. Dans ce contexte, les expériences modernes jouent un rôle crucial.
Elles nous permettent de transformer l'imaginaire en données, l'intuition en hypothèses vérifiables et le doute en perspectives tangibles. L'espace lui-même est devenu un terrain d'expérimentation. Sur la Station spatiale internationale, plusieurs organismes terrestres ont été exposés directement aux conditions extrêmes du vide, aux radiations et aux températures fluctuantes. Certains, comme les spores bactériennes, ont survécu bien au-delà de ce que l'on aurait cru possible. Même des formes de vie plus complexes, comme les tardigrades, ont enduré ces épreuves. Ces résultats démontrent qu'un voyage interplanétaire n'est pas nécessairement fatal pour la vie. Ils donnent un fondement expérimental à l'idée que des microbes ou des spores puissent être transportés par des météorites ou des comètes et arriver viables sur une planète étrangère. Les missions spatiales ont également révélé que la chimie de la vie n'est pas confinée à la Terre. La sonde Rosetta, en explorant la comète 67P, a détecté des molécules organiques complexes, confirmant que ces corps glacés sont des réservoirs de matière prébiotique. La mission Stardust, qui a rapporté des échantillons de la comète Wild 2, a mis en évidence des acides aminés. Ces résultats prouvent que les ingrédients fondamentaux de la vie circulent librement dans le système solaire, portés par les comètes et les météorites. Les expériences en laboratoire montrent que, soumis à des conditions proches de celles de l'espace, ces ingrédients peuvent s'assembler en structures de plus en plus complexes. Cela suggère que la frontière entre chimie et biologie pourrait avoir été franchie bien avant que la Terre ne devienne habitable. Des expériences sur Terre dans des environnements simulant l'espace confirment cette idée. Dans des chambres à vide, des chercheurs exposent des plantes des micro-organismes aux rayons ultraviolets, aux radiations et aux variations de température. Beaucoup survivent, pour peu qu'ils soient protégés par une fine couche de roches ou de poussière. Ces tests montrent que la protection offerte par une météorite pourrait suffire à préserver la vie pendant des millions d'années de voyage. Ce qui était autrefois une spéculation devient un scénario plausible, appuyé par des données expérimentales. La question ne se limite pas à la survie. Elle concerne aussi la capacité de la vie à se développer dans des environnements extraterrestres. C'est pourquoi les agences spatiales multiplient les expériences de culture de plantes et de micro-organismes dans l'espace. Sur la Station spatiale internationale, on a cultivé des végétaux, testé leur croissance en microgravité et observé leur adaptation. Ces essais pensés pour préparer de futures missions habitées révèlent aussi la plasticité de la vie. Si elle peut s'adapter à la microgravité et à des radiations accrues, pourquoi ne pourrait-elle pas s'implanter sur d'autres mondes pourvu que les conditions de base soient réunies ? Certains chercheurs vont encore plus loin et simulent des environnements extraterrestres dans des laboratoires terrestres. Des expériences recréant l'atmosphère martienne avec son froid intense, sa pression réduite et son rayonnement ultraviolet. On y place des bactéries, des champignons et des algues pour observer leur comportement. Beaucoup résistent, certaines prospèrent même temporairement. Ces résultats montrent que Mars, malgré son apparente stérilité, pourrait accueillir des formes de vie venues d'ailleurs. De telles expériences renforcent la crédibilité de l'idée que des microbes transportés par des météorites pourraient ainsi être implantés dans un passé lointain. Les progrès de la biologie moléculaire apportent une autre dimension à cette réflexion. En séquençant l'ADN des organismes les plus résistants, les chercheurs découvrent des mécanismes de réparation et de survie qui dépassent pas nos attentes. Certains gènes semblent conçus pour faire face à des conditions extrêmes, comme si la vie avait intégré dès son origine la possibilité de voyages difficiles. Cette observation soulève une question vertigineuse. Ces capacités extraordinaires sont-elles le fruit d'une adaptation terrestre ou la trace d'une histoire plus ancienne, où la vie aurait déjà voyagé à travers le cosmos avant de s'implanter ici ? Les expériences modernes ne concernent pas seulement la survie, mais aussi la détection. En explorant d'autres planètes et lunes, nous cherchons des signatures chimiques de la vie. Sur Mars, les rovers ont trouvé des traces de méthane dans l'atmosphère, une molécule qui peut être produite par des processus biologiques. Sur Europe et Encelade, des lunes glacées de Jupiter et Saturne, les sondes ont détecté des panaches d'eau et des composés organiques. Chaque mission devient une expérience à l'échelle planétaire, cherchant à savoir si la vie est réellement confinée à la Terre ou si elle est une propriété universelle. L'astrobiologie moderne, en combinant les disciplines, nous permet d'approcher cette question de manière concrète. Des physiciens, des chimistes, des biologistes et des planétologues travaillent ensemble pour explorer les conditions nécessaires à la vie. Ils étudient les atmosphères, les océans souterrains, les minéraux extraterrestres. Chaque donnée recueillie devient une pièce du puzzle.
Et à mesure que le puzzle se construit, une conclusion implicite se dessine. L'univers est fertile. Il est non seulement compatible avec la vie, mais peut-être même naturellement orienté vers elle. Ce constat résonne avec la question des civilisations anciennes. Si la vie peut voyager, si elle est robuste et persistante, alors il devient logique de penser qu'elle a eu plusieurs occasions de s'épanouir sur Terre. Chaque cycle géologique, chaque ère, aurait pu offrir un terrain propice à l'émergence d'une civilisation. Mais de la même manière que les preuves sont fragiles, les civilisations elles-mêmes sont vulnérables. Les expériences modernes montrent que la vie persiste, mais elles rappellent aussi que les formes complexes peuvent disparaître. Ce que nous appelons humanité pourrait n'être qu'une réapparition récente d'un processus qui s'est répété dans le passé. Enfin, certaines expériences sont involontaires. Chaque fois que nous envoyons une sonde, un satellite ou un rover, nous risquons de transporter avec nous des microbes terrestres. Malgré les procédures de stérilisation, certains survivent. Nous devenons ainsi, sans le vouloir, les agents d'une panspermie moderne, semant la vie terrestre sur d'autres mondes. Cette réalité soulève une question éthique. Avons-nous le droit de contaminer des planètes vierges ? Mais elle souligne aussi une évidence. La vie trouve toujours un moyen de voyager, et nous ne faisons que prolonger un processus cosmique déjà en cours depuis des milliards d'années. Ainsi, les expériences modernes ne sont pas de simples curiosités scientifiques. Elles sont des jalons, des preuves tangibles que la vie n'est pas une flamme fragile, mais une force tenace, capable de franchir les barrières que nous pensions infranchissables. Elles transforment des hypothèses audacieuses en scénarios plausibles. Elle nous rappelle que, dans un univers où la chimie de la vie est omniprésente, il est non seulement possible, mais peut-être inévitable, que nous ne soyons pas les premiers, ni les seuls, à avoir bâti une civilisation. Depuis que l'homme contemple le ciel étoilé, il se demande s'il est seul dans l'univers. L'hypothèse de la panspermie ouvre déjà une porte. Si la vie a pu voyager à travers les étoiles pour atteindre la Terre, alors il est logique de penser qu'elle a également pu s'implanter ailleurs, sur d'innombrables mondes. La question n'est donc pas seulement de savoir si nous sommes les premiers sur notre planète, mais si nous sommes les seuls dans le cosmos à avoir atteint le stade de civilisation. Et cette interrogation, qui mêle science, philosophie et imagination, bouleverse notre conception de l'histoire et de notre place dans l'univers. Le paradoxe de Fermi résume ce vertige. Si la vie est courante et si l'univers regorge d'étoiles semblables au Soleil, alors pourquoi ne voyons-nous aucune trace de civilisation avancée ? Les calculs statistiques montrent que même avec une faible probabilité d'apparition, le nombre colossal de planètes habitables devrait avoir donné naissance à d'innombrables sociétés intelligentes. Et pourtant, le ciel reste silencieux. Ce contraste entre la forte probabilité et l'absence d'évidence constitue l'un des plus grands mystères de la pensée moderne. Pour certains chercheurs, la réponse pourrait être que les civilisations existent, mais qu'elles sont éphémères. Peut-être que l'évolution vers la complexité conduit inévitablement à l'autodestruction. La guerre, la pollution, l'épuisement des ressources ou encore des catastrophes naturelles suffiraient à effacer chaque tentative d'intelligence, ne laissant derrière elles que des fragments invisibles à l'échelle galactique. Dans cette perspective, il est possible que de nombreuses civilisations aient fleuri avant nous, puis disparu comme des fleurs fragiles dans un désert cosmique. Nous serions alors simplement les derniers, en date, encore debout, mais promis au même destin. D'autres hypothèses avancent que les civilisations extraterrestres existent toujours, mais qu'elles se tiennent à distance. Le concept du « grand silence » pourrait s'expliquer par une forme d'éthique cosmique. Les sociétés avancées choisiraient de ne pas interférer avec des mondes encore jeunes, préférant observer à distance. Cette idée, connue sous le nom de hypothèse du zoo, imagine l'humanité comme un peuple sous surveillance, isolé pour évoluer naturellement avant un éventuel contact. Cela résonne avec les récits mythologiques de visiteurs célestes qui auraient guidé ou inspiré nos ancêtres, laissant supposer que cette surveillance n'est pas totalement nouvelle. La recherche moderne, à travers le programme SETI et l'étude des exoplanètes, tente de répondre à ces questions. Les radiotélescopes scrutent le ciel à la recherche de signaux artificiels, tandis que les spectroscopes analysent les atmosphères d'autres mondes pour y détecter des gaz indiquant une activité biologique ou technologique. Pour l'instant, aucun signe indiscutable n'a été trouvé. Mais le simple fait que nous puissions entreprendre cette quête montre combien notre perception a évolué. Autrefois réservée au domaine des mythes et des légendes, l'idée de civilisation extraterrestre devient un champ de recherche scientifique à part entière.
les récits anciens ajoutent un autre niveau d'intrigue. De nombreuses cultures parlent d'êtres venus du ciel, porteurs de savoir et de techniques. Les Sumériens évoquaient les Anunnaki, les Égyptiens représentaient en leurs dieux sous des formes mi-humaines, mi-animales, les peuples d'Amérique du Sud racontaient pendant des visites d'êtres barbus, venus de l'horizon marin. Ces récits y sont généralement interprétés comme des symboles religieux ou culturels, mais si l'on adopte une autre lecture, ils pourraient refléter des contacts réels avec des civilisations d'ailleurs, interprétées à travers le prisme de la mythologie. Les mégastructures théorisées par certains astrophysiciens relèvent également de cette réflexion. L'idée qu'une civilisation avancée puisse construire une sphère de Dyson autour de son étoile pour en capter toute l'énergie illustre le potentiel de sociétés bien plus anciennes que la nôtre. De telles structures pourraient en être détectées par nos instruments sous la forme d'anomalies lumineuses ou spectrales. Quelques étoiles intrigantes, comme Kikuisan 46285, ont suscité des débats lorsqu'elles ont montré des variations inhabituelles de luminosité. Bien que des explications naturelles aient été proposées, l'éventualité d'une origine artificielle demeure une possibilité fascinante. La question des civilisations extraterrestres ne se limite pas à l'existence biologique. Elle interroge aussi la nature de l'intelligence elle-même. Peut-être que d'autres formes de vie ont développé une conscience radicalement différente de la nôtre, si éloignée que nous ne pouvons même pas la reconnaître. Une intelligence basée sur des réseaux mycéliens, sur des essaims, ou même sur des structures minérales pourrait exister sans ressembler à quoi que ce soit que nous connaissons. Dans ce cas, le silence que nous percevons ne serait pas une absence, mais un manque de compréhension. Nous chercherions des signaux semblables aux nôtres, sans percevoir d'autres langages inscrits dans la matière même de l'univers. La perspective philosophique est tout aussi vertigineuse. Si nous découvrions qu'une autre civilisation existe ou qu'elle a existé, cela changerait radicalement notre conception de nous-mêmes. Nous ne serions plus le centre de l'histoire, mais un acteur parmi d'autres, une variation dans une symphonie cosmique. Chaque découverte, chaque indice nous rapproche de cette prise de conscience. Déjà, la simple possibilité modifie notre rapport à la planète et à la vie. Elle nous rappelle que nous faisons partie d'un ensemble beaucoup plus vaste, où la Terre n'est qu'une étape et l'humanité qu'un épisode. Enfin, il reste la possibilité que nous soyons nous-mêmes les héritiers indirects de civilisations extraterrestres. Si la panspermie dirigée est réelle, si la vie a été volontairement semée sur Terre, alors nous sommes le prolongement d'un projet qui nous dépasse. Dans ce cadre, l'humanité est à la fois unique et universelle, unique dans sa forme actuelle, universelle dans son origine. Nous serions liés à des ancêtres cosmiques, disparus ou encore présents, dont nous ne connaissons que les intentions silencieuses. Les civilisations extraterrestres, qu'elles existent aujourd'hui ou qu'elles aient existé dans le passé, représentent plus qu'un simple mystère. Elles incarnent une possibilité qui résonne avec toutes les autres questions que nous nous posons sur nos origines. Et si la vie est vraiment universelle, si elle circule à travers les étoiles depuis des milliards d'années, alors il serait étrange que nous soyons les seuls à avoir bâti des mondes. Peut-être que d'autres l'ont fait avant nous, ailleurs ou ici même, et que leurs traces attendent encore d'être reconnues. Lorsque l'on observe la longue histoire de la vie sur Terre, une impression étrange surgit. Malgré les extinctions massives, malgré les bouleversements climatiques et géologiques, certains motifs semblent se répéter. Les biologistes parlent de convergence évolutive, des espèces très différentes, séparées par des millions d'années et des contextes distincts, développent pourtant des formes, des fonctions ou des comportements similaires. Comme si la vie, malgré son apparente diversité, était guidée par des lignes invisibles, des directions privilégiées qui finissent toujours par réapparaître. Ces parallèles évolutifs, loin d'être de simples coïncidences, posent une question vertigineuse. Et si l'intelligence et la civilisation n'étaient pas des accidents uniques, mais des destinations inévitables, atteintes à plusieurs reprises au fil du temps. Prenons l'exemple des yeux. Les céphalopodes, comme les pieuvres, les insectes, les vertébrés, ont tous développé des organes visuels sophistiqués. Pourtant, ils n'ont pas d'ancêtres communs, dotés d'un œil. Chaque lignée a inventé la vision de manière indépendante, parfois avec une complexité presque identique. Cela montre que certaines solutions biologiques s'imposent d'elles-mêmes, dictées par les lois de la physique et de la biologie. Voir est tellement avantageux que la vie y revient encore et encore. Si cela est vrai pour un organe, pourquoi ne le serait-ce pas pour une forme d'intelligence complexe ? Les dinosaures offrent une autre piste fascinante.
Certains d'entre eux, notamment les théropodes comme le troodon, présentaient des cerveaux proportionnellement grands, une vision binoculaire, des mains agiles. Certains paléontologues se sont amusés à imaginer ce qu'aurait pu devenir cette lignée si l'astéroïde qui a provoqué leur extinction n'avait pas frappé la Terre. Peut-être aurait-il évolué vers une forme humanoïde, capable de manipuler des outils, de bâtir des sociétés. L'idée est spéculative, mais elle révèle une possibilité troublante. L'intelligence technologique pourrait avoir émergé bien avant nous, dans une autre branche de l'arbre de la vie, et avoir été anéantie par un cataclysme. Les mammifères marins illustrent aussi ces parallèles. Les dauphins et les baleines, descendants de créatures terrestres, ont développé un langage complexe, une organisation sociale sophistiquée et même une culture transmise par apprentissage. Leur cerveau, en particulier celui des dauphins, rivalise par certains aspects avec le nôtre. Bien qu'ils ne construisent pas de villes ni de machines, ils montrent que la conscience avancée n'est pas l'apanage des humains. La Terre elle-même a produit plusieurs fois des formes d'intelligence remarquables, différentes dans leur expression mais convergentes dans leur essence. Les fourmis et les termites offrent un autre parallèle frappant. Bien que très éloignés de nous, ils bâtissent des sociétés organisées, avec une division du travail, des infrastructures, des systèmes de communication et même des formes de culture collective. Ces insectes ne possèdent pas une intelligence individuelle comparable à la nôtre, mais leur intelligence collective leur permet de réaliser des prouesses architecturales et logistiques qui évoquent à une autre échelle les réalisations humaines. Là encore, l'évolution semble favoriser l'émergence de structures sociales complexes, indépendamment de l'espèce concernée. Ces répétitions suggèrent que la vie, lorsqu'elle dispose du temps et des conditions nécessaires, tend à explorer des solutions similaires. L'apparition de l'intelligence et de la civilisation ne serait donc pas un hasard miraculeux, mais une direction naturelle, comme si l'univers lui-même poussait la vie à franchir certains seuils. Cette idée est renforcée par les recherches en intelligence artificielle et en modélisation évolutionnaire. En simulant des millions de générations numériques, on voit émerger des solutions semblables à celles de la nature, preuve que certains chemins sont inévitables. Si nous acceptons ce principe, alors la question devient inévitable. La Terre a-t-elle déjà produit des civilisations avant la nôtre ? Les extinctions massives offrent des occasions de recommencement, mais elles effacent aussi les preuves. Si une intelligence technologique était apparue il y a 100 millions d'années, il ne resterait sans doute rien de visible aujourd'hui, sinon des anomalies géologiques indéchiffrables. Le temps implacable aurait broyé les os, effacé les villes, recyclé les métaux. Pourtant, la logique de la convergence suggère que nous ne sommes peut-être pas les premiers à avoir atteint ce seuil. Certains paléontologues s'interrogent déjà sur ce qu'ils appellent la signature Grandmajetit, la signature industrielle. Si nous disparaissions demain, quelle trace Othali resterait dans 10 millions d'années? Peut-être une fine couche de plastique fossilisée, une concentration anormale de dioxyde de carbone, quelques isotopes radioactifs. Rien de nos villes ne subsisterait. Dans ce cas, si une autre civilisation avait existé il y a 100 millions d'années, son empreinte se confondrait avec les perturbations géologiques. Peut-être avons-nous déjà trouvé ces signatures, mais nous les interprétons comme de simples anomalies naturelles. Ces parallèles évolutifs offrent aussi une réflexion philosophique. Ils suggèrent maintenant que l'intelligence et la civilisation ne sont pas des privilèges exclusifs, mais des potentialités inscrites dans la dynamique même de la vie. Nous ne sommes pas l'aboutissement unique d'un processus improbable, mais l'expression actuelle d'un chemin qui a peut-être été emprunté plusieurs fois. Cela change notre rapport à l'histoire. Nous cessons d'être un miracle isolé pour devenir une résonance, une variation dans une symphonie plus vaste. Cette perspective résonne avec l'hypothèse de la panspermie. Si la vie se propage dans le cosmos et si elle tend à suivre des chemins similaires, alors il est probable que d'autres civilisations existent ailleurs. Mais il est tout aussi probable que notre propre planète en ait déjà abrité plusieurs. Nous serions les héritiers inconscients d'un cycle plus ancien, ignorant tout des civilisations qui nous ont précédés, mais répétant malgré nous leurs pas. Il est troublant d'imaginer que la Terre puisse être une sorte de laboratoire récurrent où la vie tente encore et encore de franchir le seuil de la conscience. Chaque extinction massive serait alors une réinitialisation, chaque ère une nouvelle tentative. Nous ne sommes peut-être pas la première intelligence à contempler les étoiles depuis cette planète, mais si d'autres l'ont fait avant nous, leurs voix ont été effacées par le temps et il ne nous reste que le silence des pierres et l'écho des fossiles.
Pourtant, ce silence n'est pas vide. Les parallèles évolutifs, les convergences répétées, nous rappellent que la vie suit des chemins balisés. Elle tend vers l'organisation, vers la complexité, vers la conscience. Si nous disparaissions demain, il est probable que dans quelques millions d'années, une autre espèce suivrait un chemin semblable. Cela signifie que la conscience n'est pas une exception fragile, mais une conséquence naturelle de l'évolution. Et si cela est vrai, alors la Terre a peut-être déjà connu plusieurs humanités, chacune effacée mais toutes inscrites dans le grand cycle du vivant. Tout au long de son histoire, la Terre a été le théâtre de bouleversements si vastes qu'ils ont redéfini les contours mêmes de la vie. Ces catastrophes planétaires, gravées dans la mémoire géologique et fossile, rappellent à quel point la stabilité que nous percevons aujourd'hui n'était qu'une illusion fragile. En quelques jours, en quelques heures parfois, des événements d'ampleur cosmique ont effacé des espèces entières, remodelé les continents et plongé la planète dans des hivers prolongés. Dans ce contexte, il est légitime de se demander, si des civilisations avaient existé avant nous, combien d'entre elles auraient été survécues à de tels cataclysmes ? La plus célèbre de ces extinctions est sans doute celle qui a mis fin au règne des dinosaures, il y a 66 millions d'années. Un astéroïde de plusieurs kilomètres de diamètre a frappé la région actuelle du Yucatan, libérant une énergie équivalente à des milliards de bombes nucléaires. Le choc a déclenché des incendies planétaires, soulevé une poussière qui a obscurci le ciel pendant des années et provoqué un hiver global. Les chaînes alimentaires se sont effondrées et près des 3/4 des espèces ont disparu. Si une civilisation avait existé à cette époque, il est probable qu'elle aurait été réduite à néant, ses traces effacées sous les couches de sédiments et de cendres, mais ce n'était pas la première ni la dernière grande extinction. 5 épisodes majeurs, et de nombreux autres plus localisés, ont rythmé l'histoire de la vie. L'extinction du Permien, il y a environ 250 millions d'années, fut encore plus dramatique. Plus de 90% des espèces marines et 70% des espèces terrestres se sont éteintes. Les causes talentueuses semblent se multiples. Volcanisme gigantesque en Sibérie, réchauffement brutal, acidification des océans. Une telle catastrophe aurait effacé toute trace d'activité complexe, ne laissant derrière elle qu'un monde désert, prêt à se repeupler lentement. Dans ce silence, combien de mémoires possibles ont disparu sans laisser de preuves ? Le volcanisme en particulier a joué un rôle déterminant dans ces bouleversements. Les trappes de Sibérie, ces immenses plateaux basaltiques, témoignent de coulées de lave qui se sont étendues sur des millions de kilomètres carrés. Un tel déferlement a libéré d'énormes quantités de gaz à effet de serre, modifiant l'atmosphère à une échelle planétaire. Pour une civilisation, un tel événement aurait été apocalyptique. Villes ensevelies, climat déréglé, océans étouffés. Même notre monde moderne, avec ses technologies, aurait du mal à résister à une telle série de cataclysmes. Les supervolcans constituent une menace plus subtile mais tout aussi redoutable. L'éruption de Toba, il y a environ 75 000 ans, aurait plongé la Terre dans un hiver volcanique prolongé. Certains chercheurs estiment que la population humaine a été réduite à quelques milliers d'individus. Si une civilisation avancée avait existé avant la nôtre, un tel événement aurait suffi à la ramener à zéro, effaçant son organisation et ses infrastructures, ne laissant derrière elle que des fragments dispersés dans la mémoire mythologique. Les océans eux-mêmes ont connu des bouleversements catastrophiques. Des épisodes d'anoxie marine, où les mers se sont appauvries en oxygène, ont provoqué des extinctions massives de la vie aquatique. Ces crises, visibles dans les strates géologiques, témoignent d'un équilibre fragile. Une civilisation maritime, dépendante des ressources océaniques, aurait été balayée par un tel effondrement écologique. La Terre, dans ces moments, devient un piège, transformant ses environnements nourriciers en tombeaux. Au-delà des phénomènes terrestres, l'espace constitue une menace constante. Les impacts d'astéroïdes ne sont pas des accidents isolés, mais une partie intégrante de l'histoire planétaire. La Lune elle-même, criblée de cratères, est la preuve silencieuse de cette pluie cosmique. La Terre, plus active géologiquement, a effacé nombre de ses cicatrices, mais elle n'a pas échappé à leurs conséquences. Les météorites apportent parfois la vie, mais elles la détruisent aussi. Une civilisation émergente, sans défense contre de tels événements, aurait eu peu de chances de survivre à une collision de grande ampleur. Même le climat, en apparence stable, s'est révélé instable à travers les âges. Des périodes glaciaires ont recouvert une grande partie du globe de glace, transformant les paysages et forçant les espèces à s'adapter ou à disparaître.
Inversement, des périodes sans taux de réchauffement intense ont fait monter le niveau des océans de plusieurs dizaines de mètres. Chaque bascule climatique a remodelé la surface terrestre, engloutissant des terres, ouvrant de nouveaux passages. Si des civilisations avaient déjà prospéré sur les rivages, leurs cités auraient-elles été noyées, leurs archives détruites, leurs mémoires réduites à des mythes de déluge et de feu. Ces catastrophes ne se contenteront pas d'effacer la vie, elles réinitialisent donc la planète. Après chaque extinction massive, de nouvelles espèces apparaissent, occupant les niches laissées maintenant vacantes. C'est ainsi que les mammifères ont remplacé les dinosaures, que les oiseaux ont succédé à d'autres reptiles. La vie persiste, mais elle change de visage. Dans ce cycle de destruction et de renaissance, il est plausible que l'intelligence elle-même ait surgi plusieurs fois, chaque fois balayée par une crise planétaire. La fragilité de nos propres infrastructures modernes souligne cette possibilité. Nos villes, nos routes, nos technologies les pourraient disparaître en quelques siècles si elles n'étaient plus entretenues. Les métaux rouilleraient un tronc, le béton se désagrégerait, la nature reprendrait tous ses droits. Après quelques millénaires, il ne resterait de notre civilisation que des indices géologiques ténus. Dans 1 million d'années, même ces traces y seraient très difficiles à distinguer. Ainsi, si une civilisation a existé avant nous, il n'est pas surprenant que nous ne retrouvions pas ces monuments, mais seulement des anomalies dispersées dans les strates. Ces catastrophes planétaires agissent comme des gardiens du temps. Elles effacent, elles recouvrent, elles imposent un silence. Mais ce silence n'est pas un vide. Il est l'espace où la vie recommence, où les civilisations renaissent, peut-être à plusieurs reprises. Chaque cataclysme devient une frontière invisible, séparant les humanités possibles. Nous ne savons pas combien de fois la Terre a offert ce jeu cruel, mais nous savons qu'elle le refera. L'histoire de la vie n'est pas linéaire, elle est cyclique, scandée par des destructions massives. Et dans ce cycle, il reste toujours la possibilité que d'autres, avant nous, aient contemplé les étoiles, avant d'être effacés à leur tour. Si les archives officielles de l'histoire semblent fragmentées et les traces matérielles souvent absentes, il reste pourtant un domaine où les voix des temps anciens continuent de résonner. L'art. Gravures, peintures, sculptures, fresques et symboles ornant des temples ou des grottes forment un langage que les siècles n'ont pas totalement effacé. Et parfois ces formes visuelles suscitent un trouble profond. Car au-delà de leur beauté ou de leur valeur esthétique, elles semblent porter des messages plus vastes, comme si les artistes d'autrefois avaient voulu transmettre des fragments de mémoire ou préserver le souvenir d'expériences que les mots seuls ne suffisaient pas à exprimer. Ces échos dans l'art ancien deviennent alors des fenêtres sur un passé peut-être plus complexe que celui que nous admettons. Les grottes ornées de Lascaux en France sont souvent décrites comme la chapelle Sixtine de la préhistoire. Sur leurs parois, les bisons, chevaux et cerfs semblent courir encore, figés dans un mouvement éternel. Mais au milieu de ces scènes animales, certains chercheurs ont identifié des formes géométriques, des points, des traits qui ne semblent pas se rapporter directement à la chasse ou à la vie quotidienne. Pour certains, ces signes pourraient être des repères astronomiques, une manière d'inscrire dans la pierre la mémoire des cycles du ciel. Si tel est le cas, alors ces artistes préhistoriques n'étaient pas seulement des chasseurs, mais aussi des observateurs du cosmos, cherchant à immortaliser une connaissance plus vaste. Les pétroglyphes d'Amérique du Nord ou d'Australie posent des questions similaires. Dans les déserts arides, des silhouettes humaines stylisées, entourées d'auréoles ou de motifs rayonnants, évoquent des présences étranges. Les traditions orales locales parlent parfois d'être venus des étoiles, d'ancêtres lumineux descendus du ciel. Ces récits, transmis sur des milliers d'années, s'entrelacent avec les images gravées dans la roche. Faut-il y voir de simples symboles spirituels, ou bien le souvenir d'événements réels interprétés avec le langage de l'époque? Dans les deux cas, ces représentations constituent des témoignages visuels d'un rapport au ciel qui dépasse la simple survie terrestre. Les temples de l'Égypte ancienne regorgent eux aussi de symboles troublants. Certaines gravures montrent des objets dont la forme rappelle étonnamment des lampes, des hélicoptères ou des engins modernes. Ces images, largement diffusées, sont souvent interprétées comme des coïncidences, des effets d'érosion ou de superposition de hiéroglyphes. Mais leur présence contribue à alimenter le sentiment que l'art ancien pourrait contenir des messages codés, ou du moins des représentations de savoir dont nous avons perdu le sens. Les civilisations précolombiennes, quant à elles, ont produit des œuvres d'une richesse symbolique exceptionnelle.
Les codex mayas et aztèques représentent Nadine porte des dieux tenant des objets qui ressemblent à des instruments techniques, des véhicules ou des cartes célestes. Les figures ailées, les serpents emplumés et les disques solaires suggèrent une obsession pour le ciel et ses mystères. Ces motifs, répétés avec une rigueur surprenante, pourraient être compris comme des archives symboliques d'un savoir ancien, transmis de génération en génération, une génération par le langage de l'art. Dans l'Inde ancienne, les fresques et les sculptures des temples racontent des épopées où dieux et héros voyagent entourés dans des machines volantes, les Vimana. Ces descriptions se retrouvent dans des textes comme le Mahabharata ou le Ramayana, mais elles sont également gravées dans la pierre. Les artistes ont figé dans leurs œuvres des scènes où des engins célestes descendent vers la terre, entourés de flammes ou de rayons. Ces représentations sont-elles des allégories spirituelles ou les souvenirs transformés d'expériences plus latentes, plus concrètes? L'art, en fixant ces images, nous laisse au moins entrevoir que ces récits faisaient bien partie intégrante de la mémoire collective. L'art ancien ne se limite pas aux représentations figuratives. Dans de nombreuses sculptures, les motifs géométriques occupent une place centrale. Spirales, cercles concentriques, labyrinthes et alignements de points se retrouvent de l'Europe néolithique aux Amériques, en passant par l'Afrique et l'Océanie. Certains y voient de simples décorations, d'autres des symboles cosmiques, voire des représentations de phénomènes astronomiques ou énergétiques. Ces formes récurrentes, présentes dans des cultures séparées par des océans, renforcent l'idée d'une mémoire commune, peut-être héritée d'un passé oublié. Les statues colossales, comme les Moai de l'île de Pâques ou les géants d'Olmec, soulèvent elles aussi des questions. Leur fonction exacte reste obscure, mais leur taille et leur conception suggèrent une signification dépassant le simple culte. Certains chercheurs proposent qu'elles soient non liées à des pratiques astronomiques ou à des repères territoriaux, mais leur expression figée, presque intemporelle, donne l'impression qu'elles étaient destinées à transmettre un message à travers les siècles. Peut-être qu'elles incarnaient non seulement des ancêtres, mais aussi le souvenir d'un âge révolu, une manière d'inscrire dans la pierre la continuité d'une mémoire menacée par l'oubli. Les échos de ces arts anciens se retrouvent aussi dans l'architecture monumentale. Les ziggourats mésopotamiennes, les pyramides égyptiennes et mésoaméricaines, les tumulus européens partagent une obsession pour la verticalité, pour l'élévation vers le ciel. Ces formes, construites indépendamment les unes des autres, témoignent d'un besoin universel de se connecter à quelque chose de supérieur. Elles pourraient être interprétées comme des symboles spirituels, mais elles pourraient aussi refléter un savoir hérité, celui que le ciel, source de la vie et des catastrophes, devait être observé et honoré. Dans toutes ces œuvres, ce qui frappe est la permanence du message. Qu'il s'agisse d'animaux peints dans une grotte, de dieux gravés dans la pierre, de spirales tracées dans le désert ou de statues dressées sur une île isolée, toutes semblent porter une mémoire. Et cette mémoire résonne avec les hypothèses de civilisation oubliées et de pense-permis. Si des humanités antérieures ont existé, si elles ont laissé des traces trop fragiles pour résister au temps, peut-être que l'art a été leur ultime langage, leur manière de transmettre, sous forme symbolique, ce qu'elles savaient d'un. L'art ancien devient alors plus qu'un témoignage esthétique, il devient une archive vivante. Chaque fresque, chaque sculpture, chaque motif peut être lu comme une page d'un livre dont nous avons perdu la clé. Ce que nous voyons comme des mythes ou des croyances pourrait être la traduction d'expériences réelles, vécues par des peuples dont la mémoire directe a disparu. Dans ce sens, l'art est à la fois une énigme et une passerelle. Il relie notre présent à des passés obscurs, rappelant que la beauté peut aussi être un message crypté, une trace laissée pour que l'humanité future n'oublie pas totalement ce qui fut. Et si ces œuvres anciennes, éparpillées sur toute la planète, étaient des fragments d'une même histoire, et si derrière les chevaux de Lascaux, les dieux ailés des temples indiens, les spirales gravées des mégalithes et les statues colossales des océans, se cachait une mémoire commune, celle d'une humanité qui a déjà contemplé les étoiles avant nous, alors l'art ancien ne serait pas seulement un témoignage du passé, mais l'écho encore vibrant de civilisations effacées, dont les voix résonnent à travers la pierre, attendant que nous sachions enfin les écouter.